Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. Vous savez qu'il y a beaucoup de sujets dans l'actualité du moment, mais plusieurs sont reliés à l'économie. L'actualité du monde du travail vit encore des grands changements, pénurie du personnel qui s'essouffle pas, l'intelligence artificielle qui, mon Dieu, moi être sourd, moi je vais baisser ça un petit peu, qui bouscule et qui fait craindre plusieurs, l'économie qui montre des signes d'essoufflement. On va d'ailleurs commencer avec ça, mais pour évaluer les tendances, savoir ce qui se passe, les défis devant nous, Simon Saint-Hilaire est là, conférencier, formateur et l'ami des entrepreneurs depuis 28 ans. Bonjour Simon. Bonjour Gilles. Quel talent. C'est extraordinaire. Quel homme. Takes one to know one, Gilles. Oui, c'est ça. Ah oui, quand même. Simon Saint-Hilaire, un homme que tout le monde apprécie. Ah ben maudit. Oh! Hey, c'était un beau souvenir, ça. Absolument. Non, mais on a du fun à faire ça, Absolument. effectivement. Avez-vous du plaisir? Oui! Fallait que je... C'était quoi la couleur de son livre? Déjà, son livre bleu. Bleu, C'était bleu, hein? le grand livre bleu, effectivement. Fait que, non, je voulais juste faire un petit rappel. Quand je fouille dans mes archives, je tombe là-dessus, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Le nombre de fois où Marc Simoneau a marqué dans nos épopées radiophoniques. Fait que je dis, je vais juste en sortir un, faire sortir... Ça a marqué, et puis les gens de ma génération, là, on a tellement passé de temps dans le temps des Nordiques, la guerre avec le Canadien, comment de temps on a écouté, comment de fois Big on a Skin écouté ça. Pool, sing in... Avec Mario. C'est extraordinaire. fantastique. On est mieux de s'amuser là parce que notre sujet, Hey. le sujet quand même est assez lourd, mais ça reste d'intérêt parce que depuis 2-3 ans, on l'a dit, il y a beaucoup de changements, Simon, beaucoup de choses à dire, mais là, on enregistre au moment où on se parle, on est le 9 juin et on a eu une semaine où, j'allais dire contre toute attente, ce qui est plus ou moins vrai parce que les économistes qui disaient il va y avoir une hausse de taux d'intérêt, mais ça a surpris quand même plusieurs. Puis plus on lit les économistes, plusieurs disent la Banque du Canada montre un certain empressement qui peut être épeurant aussi. Ils vont vite un peu. Ils sont les premiers à nous dire faut laisser 18 à 24 mois avant de voir les effets des les hausses de taux d'intérêt sur l'économie. Mais eux autres même, comme si c'était... Ben, pas comme si. Je pense que le fait qu'ils se fassent dire, vous avez pris beaucoup trop de temps avant de les monter. Aujourd'hui, ils veulent pas se faire prendre, fait qu'ils les montent rapidement. Mais ça a beaucoup d'impact. Et la hausse des taux d'intérêt amène des conditions nouvelles épeurantes. Je veux que tu en parles un petit peu, le gros... C'est épeurant parce que la réalité, c'est que d'abord, ça a un impact sur la consommation. Si tu consommes moins, tu dépenses moins. L'économie, c'est quoi sinon la consommation? C'est exactement. Puis le Québec, qu'on le veuille ou non, la consommation est importante. Ouais. Lorsqu'on parle des petites entreprises qui sont encore la plus grosse partie de l'économie au Québec, hein, on le sait. Oui. Et puis, alors, fait, littéralement, si moi je réduis ma consommation, il va y avoir un impact à proche. Et puis, on le sent actuellement, tous les gens à qui je parle, on sent vraiment un ralentissement au niveau de... Il y a une baisse d'achalandage dans les commerces de détail actuellement. C'est important et c'est probablement lié aussi à ça. C'est quasiment peut-être... En fait, c'est probablement le contraire de 2020-21 où les gens pouvaient plus sortir, plus rien faire. Puis ils se sont mis à rénover le patio, sortir, s'acheter un VR. Puis là, c'est comme le contraire. On se dit, attends un peu, les prévisions, les voyages, ça veut dire que les grosses dépenses, on y pense. Ouais, je crois que les jeunes, ils ont remis tellement longtemps parce que, comme tu l'as dit, on ne pouvait pas dépenser. Et souviens-toi, Gilles, au début, les premières chroniques qu'on faisait au niveau de la pandémie, on estimait à l'époque, on s'attendait à 20 000 fermetures d'entreprises au Québec, qui n'est pas arrivé. C'est une bonne nouvelle. Mais là, on se rend compte que est-ce qu'il n'y a pas eu un décalage? Ça nous rattrape un peu? Ça nous rattrape. Et puis, c'est drôlement inquiétant ce qu'on voit là. Bon, alors, il faudra surveiller ça de très près. Inévitablement, on parle de ça parce que beaucoup de gens qui sont frappés par les hausses de taux d'intérêt liées, entre autres, à l'hypothèque. Fait que ceux qui vont renouveler, qui ont eu des très, très bons taux, anticipent ça avec une certaine frayeur. Parce qu'on n'est pas capable de se dire... On s'est fait dire en début d'année, ça va baisser cette année. On n'est pas sûr du tout que les taux d'intérêt vont baisser en 2023. Puis, est-ce que ça va baisser assez vite pour que ça ait un impact même des 2-3 prochaines années? On ne sait pas. On se rend compte que le PIB, d'abord, on parlait en 80, on parlait en 2008 qui était à 80 %, puis là, on parle en 107 % en 2021. Et alors, ça commence à être inquiétant. Là. Ça, c'est au niveau canadien. L'endettement, c'est ça. L'endettement est élevé, puis d'ailleurs, on se rend compte que plusieurs ménages ont de la difficulté à rembourser leur carte de crédit, entre autres, parce que beaucoup de gens... Commence à avoir on saute un petit mois de temps en temps, ça paraît, là. Ça paraît, puis c'est pas juste une carte que les gens ont maintenant, c'est 2, 3, 4, puis 5 cartes. Et là, on se rend compte qu'il y a des gens qui vont vraiment, là, toutes les maxer. Hein? Alors, fait que ta carte chez Canadian Tire, puis et là, les gens choisissent où ils vont acheter en fonction de ce qu'il reste comme crédit disponible. Mais on semble pas ralentir notre consommation. Est-ce que c'est
l'engouement qui s'est fait après la pandémie, mais on semble être sur le Ce qui est drôle, même Simon, élan. c'est qu'on va nous reprocher. En fait, on va sortir des stats disant que les gens sont trop endettés, mais le système est fait comme ça. Oui. Tu es d'accord que si on disait, à partir de demain matin, tout ce que vous achetez, tout ce que vous avez doit être payé comptant. Il y aurait du monde dans le trouble, là. 80% du monde. La liquidité des gens est faible. La liquidité On vit en prévision d'eux. Puis quand tu achètes des maisons avec... Tu sais, nos parents achetaient des maisons quand tu avais 50% de ramassé. Nous autres, à ce temps, 10-15%. T'es correct? C'est hallucinant. Puis, il y a une époque où les gens, les crédits, là, ils ramassaient leur argent, puis là, ils allaient en voyage après ça. Ouais. Non, là, les gens vont en voyage, ils le financent, et puis là, après ça, ils On trouvera l'argent. pendant un an, exactement, et on va revenir après. Et c'est un drame, parce que si on a eu il y a certaines compagnies aériennes qui ont eu des enjeux dans les derniers mois, et ce qu'on appelle les Destination Reps, qu'on voit qui nous accueillent lorsqu'on arrive. Oui. J'ai des clients dans ce domaine-là, ils me disent, Simon, on a des gens qui sont pas capables de passer 3 jours de plus sur place. Ils n'ont pas d'argent. OK, quand il y a eu des problèmes, mettons, il y a un problème quelque part, il faut vous rester 2-3 nuits. Mais on prend ça où? Avec quel argent? Je n'ai pas. Je suis venu en voyage. Ça vit à petite semaine. Il y en a beaucoup de monde. Petite semaine. Puis malheureusement, c'est presque une majorité des Québécois. Alors ça, c'est inquiétant. On sait avec pas ce qui s'en vient, effectivement. Et puis on se rend compte que c'est 20 à 40% des paiements là, hypothécaires, là, l'augmentation, entre 20 et 40% pour la majorité des gens. Ça a un impact sérieux sur le quotidien. C'est ça, c'est pas 2-3%. Là. C'est beaucoup de monde qui est touché. C'est ça que ça veut dire. Et puis, j'écoutais cette semaine des gens... Là, c'est un tabou, l'argent. Il faut jamais l'oublier. On en parle très peu. On en parle très peu, certains. On sait pas on parle à des amis. Tu as des amis que tu as depuis 20-25 ans. Tu sais pas exactement combien ils gagnent. C'est quoi leurs conditions. Puis c'est pas de tes affaires. C'est ce qu'on va nous dire. Puis en même temps, qu'est-ce quand tu jases à quelqu'un, comment ça va? Tu sais, tu es dans le monde de la PME. Tout le monde va bien. Ça va bien? Quand est-ce que non, ça va bien. Écoute, on s'en sort. Écoute, c'est pas facile, mais... Ça, c'est comme les gens qui reviennent de Las Vegas. Comment ça a été, casino? Ben, kiff-kiff, ça a bien été. Mais si c'était kiff-kiff, ça serait fermé, hein? Mais non, mais c'est ça. Absolument. Mais comme tu l'as dit, c'est on rit, mais c'est ça, pareil. On est tous dans le même problème. Là. Tu rencontres quelqu'un qui me dit, ça va, écoute, je suis tellement mal pris, je suis pas capable de me payer mes cartes de crédit. La plupart des couples se parlent même pas de leurs enjeux financiers. On est correct, chérie? Tout va bien. Ça va, casse-toi pas la tête. Là. Non, nous autres, on est correct. Moi, j'ai vu des gens se retrouver dans des difficultés financières importantes et puis pour se rendre compte que le conjoint, la conjointe n'était même pas au courant. Il aurait pu aider l'autre personne. Il aurait pu faire une stratégie à deux. Et la personne est rendue au syndic, puis là, elle dit, il faut que je parle à ma conjointe. Et imagine les enjeux derrière ça. Là. Puis là, le reste de la famille, s'ils ne sont pas au courant, ben les enfants continuent de nous demander, le conjoint, la conjointe continuent d'avoir des projets. Hey, on va aller en vacances. Puis là, l'autre personne a déjà de la difficulté à rencontrer ses engagements. Puis là, OK, on va aller en vacances. Ça devient vraiment, vraiment très tough à ce niveau-là. Hey, on a de la visite. On a une mascotte qui vient d'arriver. On va parler de télétravail qui continue de faire jaser, qui semble de plus en plus diviser les employeurs et les employés. On n'a pas fini d'en parler. Là, il semble y avoir une tendance de retour au bureau. Je veux que tu me parles, parce que ça a varié dans les 2 dernières années, peut-être la dernière année. Au fil des mois, il y a eu des attentes, il y a eu des gros employeurs qui ont donné le ton aux États-Unis, entre autres. Fait que, qui ont imposé ça. Fait que, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? On se rend compte que, d'abord, il y a plusieurs choses. Les employeurs et les employés ne sont pas au même endroit. Ça, on le voit définitivement. Okay. Les employeurs ont plus d'attentes versus leurs employés. Ils aimeraient qu'ils reviennent presque à temps plein dans bien des cas. Mm-hmm. Et les employés ont pris le goût à ça. Hein, qu'on le veuille ou non, tu réduis on parle de dépenses. Il y a des avantages, là. Gilles, si on parle d'actuellement... Toi-même, là, dans ta job, tu le fais? À quoi, 50%? 50%. Bon. 50% chez vous, 50% en présentiel. La semaine prochaine, je suis 4 jours. Les 4 jours sont en virtuel. La semaine suivante, c'est partagé. Ça veut dire qu'il y a des clients qui veulent ça. C'est pas juste toi qui imposes ça. Et la majorité des gens qui veulent ça, c'est pas les PME, c'est les grandes entreprises. Parce qu'ils savent compter. Ils savent compter. Si j'étais avec une équipe canadienne là, récemment, mais Simon, c'est bien plus intéressant. Il y a 2 semaines, je faisais le ils peuvent faire le pays quasiment en même temps, au lieu de faire 5 réunions. Je comprends. Là. C'est coûteux, Gilles. C'est le prix de s'installer dans un hôtel pour 2-3 jours, un centre des congrès et tout, c'est exorbitant lorsqu'on regarde ça. Tu ajoutes à ça les frais de déplacement, les frais de séjour. Fait que ça monte à 20-25 000 facile pour eux autres. Ça, c'est une petite réunion. Moi, j'ai un client que j'ai déjà fait un congrès au Canada ici. Oui. C'est au-dessus d'1 million pour un week-end, un congrès. Tu as 800 personnes qui sont là. La préparation. Les chambres d'hôtel pour les 800 personnes. Les repas. À ça, train pour certains, dépenses kilométriques,
avion pour d'autres, autobus pour d'autres, les collations. Et là, tout ça... Là, ça monte vite. Ça monte vite. Et puis là, si tu as des conjoints, conjointes, il faut que tu trouves des activités pour eux autres. Et là, tu te retrouves avec un week-end à 1,2 million, 1,3 million. Essaie de justifier ça demain dans tes dépenses. Et pour eux, en même temps, tu me diras si c'est demain, parce que tu travailles beaucoup avec les PME, un employeur qui se ferait dire par ses employeurs, je suis pas équipé chez nous, aujourd'hui, ça marche plus. Ça marche en 2020, c'est correct, là, mais pas aujourd'hui. Arrête, là. Si tu as besoin, lève la main, on va te fournir un ordi. Et les employés, ils peuvent plus donner l'excuse, je suis pas équipé, moi, j'aime pas ça, on s'en fout. C'est une nécessité. Et puis, même au niveau des frais de déplacement, comme représentant, là, l'opportunité de rencontrer ton client comme ça en face à face, discuter avec lui, c'est beau d'aller donner une poignée de main, puis c'est beau de rencontrer les gens, mais si je suis de Québec, mettons qu'il faut que je couvre Sept-Îles, Bécomo, ces régions-là, à quelle fréquence je peux me permettre d'y aller, puis dans quelle mesure ça devient encore rentable pour moi de le faire. Alors, d'avoir cette possibilité-là, et les gens souvent pensent que ça diminue le service à la clientèle, mais Gilles, tu l'améliores parce que tu as des contacts plus réguliers avec la personne. Au lieu de te rencontrer une fois par 2 mois à Sept-Îles, admettons qu'on ferait 3 Teams dans un mois, par mois ou quelque chose comme ça, tu as un bien meilleur service puis une bien meilleure connexion avec moi qu'on pourrait l'avoir une seule fois ou 2 mois en présentiel. Et de ce temps-ci, si on faisait ça à Sept-Îles, on serait en feu. On rit, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est exceptionnel. Il y a tellement T'as rendu compte? À tous les niveaux, puis il y a plein de raisons qui expliquent ça, on passera pas 4 heures là-dessus, mais à quel point, depuis 2-3 ans, on dit « Ah, ça, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. On est encore là-dedans. À cause des changements climatiques, on se ramasse avec des feux de forêt. Puis il y en a déjà eu au Québec, il y en a chaque année. Mais là, l'été n'est pas commencé, puis on a déjà battu les records. C'est hallucinant. Fait que, dans combien de strates de nos vies on a dit ça, Simon, depuis 2-3 ans? Jamais vu ça. C'est exceptionnel. La tempête est parfaite. Si on n'arrête pas de le dire, mais la tempête est parfaite. On parlait il y a quelques instants au niveau de l'endettement. Oui. Puis là, le gouvernement a commencé à dire OK, on va compenser, mais on compense. Tout le monde paye pour ça. Puis je ne suis pas en désaccord avec le fait qu'on compense mais ça va coûter cher. Là. Ça va coûter cher. Et donc, il y a des entreprises qui vont être favorisées par ça, mais il y a des entreprises qui vont fermer aussi suite à ça. Complètement. Puis qu'est-ce qui va arriver pour tous les Québécois? Assurément. Parlant d'assurément, l'assurance. Parce qu'ils vont, à force de payer pour des tragédies, à force de payer pour des peu importe les raisons de ces problématiques atmosphériques et des destructions, à force de payer, on en arrive à avoir des assurances. Mais que tout le monde regarde, parce que quand on dit dans ce qu'on doit payer, les assurances pour une maison, pour un appartement, ça a changé en baptême. Moi, j'ai l'impression que c'est... Tu sais, des fois, tu dis, au fil du temps, en vieillissant, en ayant peu de réclamations, ça baisse. Ça baisse pas beaucoup, mais je te dis que ça remonte vite depuis un bout de temps. Mais les automobiles, s'assurer pour les automobiles, c'est hallucinant. C'est les voitures électriques actuellement, c'est beau, mais j'écoutais quelqu'un récemment qui s'est acheté un Tesla et puis qu'il l'a mis sur sa compagnie. Puis quand il est arrivé pour s'assurer, 3500 pièces. Aïe aïe! Pourquoi? À cause de la valeur? À cause de la valeur du véhicule, mais le fait que c'est utilisé pour le travail et tout. Alors, et la personne disait, j'avais pas prévu ça. La personne n'est pas en trouble. Non, je comprends. C'est quelqu'un qui est capable de payer, mais pensait à payer 1200 puis il se ramasse à 3500. C'est exactement ça. Puis je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire une vacance de moins. Mais tu vois, OK, des décisions, donc. Des décisions. Les gens font des choix. Alors, fait que si mon taux d'intérêt est monté, ça se peut-tu que cet été, je dis aux enfants, hey, on va jouer dans la piscine plutôt que dans la vacance? Ça se peut-tu que je dise, on va garder la piscine qu'on a là, on va garder le véhicule qu'on a là? Finalement, il n'est pas si pire, quand tu regardes d'abord, les taux d'intérêt prochaine voiture neuve, qui étaient, souvent, il y avait du 0,09, 0%, 1,1. Là, tu es à 5, 6, 7. 0,99. Ah non. Quand tu fais le calcul, tu dis, mon char, écoute, qui vaut 30 000, je vais payer 42, là. C'est des taux que les gens payaient pour deuxième chance au crédit il n'y a pas si longtemps. Complètement. Alors, fait que là, c'est le taux habituel maintenant. Souviens-toi des promotions, 0%. Oui. Combien de fois je t'ai entendu? Le gérant est tombé sur la tête. Et puis, mais on retrouve plus ce genre de promotion-là. Alors, non. Il y a une pression constante sur le budget discrétionnaire des gens. Je vais te faire rire parce que c'est mon fils qui m'a rappelé ça. Il dit, te rappelles-tu, il y a moins de 5 ans. Je disais, 2000, il y a 5 ans, ce qu'on attendait, on entendait à la radio puis à la télé, puis ça nous faisait rire parce que c'était une très bonne annonce de Subway. 12 pouces, 5 $. Oui. Ça, c'est les sous-marins 12 pouces. Mon fils me dit 12. Maintenant, un 6 pouces, c'est plus que 12 piastres. Hey. En 5 ans. Fait que c'est juste, ça frappe l'imaginaire. Un trio chez McDo, c'est près de 20 $ maintenant. C'est près de 20 $, Gilles, quand tu regardes ça. Puis souviens-toi de l'époque où mes parents, si on avait une sortie à l'école, puis ils disaient, on va manger au McDonald's, puis ils disaient,
tiens, là, 10 piastres, tu pourras t'acheter d'autres choses. D'autres choses, parce que ton trio va être payé à 10 piastres facile. Exactement. Non, c'est... Regarde. À 10 piastres, t'as un cheese, puis une photo de Pepsi, là, c'est, alors fait que... Revenons au télétravail. Est-ce qu'au Québec, ça commence à bouger dans les centres-villes, Montréal, Québec et les autres? Montréal a fait beaucoup de pression sur les gens. Pas juste Montréal, Québec aussi. On se rend compte que les grands centres sont préoccupés par le télétravail parce qu'il y a un impact. Si je ne vais pas dans il y a beaucoup d'impacts indirects aussi, Simon, c'est-à-dire les restaurateurs, la blanchisserie, nommez-les, là, c'est tous les commerces. Alors, tout le monde souffle. Je ne vais pas au centre-ville, je vais pas, comme tu l'as dit, je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas me faire couper les cheveux dans le coin, je ne vais pas... nettoyer vêtements. Je ne ferai pas de 5 à 7 dans ce coin-là en fin de journée. Alors, tout le monde est affecté par ça actuellement. Donc, je comprends les grands centres de vouloir ramener les gens dans les bureaux parce que ça fait partie du mouvement économique là, qu'on retrouve. Les deux forces, c'est les employés se sont habitués et aiment être chez eux dans leurs affaires, mais les entreprises veulent avoir une, je sais pas une mainmise, mais un certain contrôle sur la transmission de l'image, du cœur de la compagnie, les messages. Tu sais, le présentiel, ça reste quelque chose. On est des bébites sociales quand même. Là. Les valeurs et le mentorat devient important à ce niveau-là. C'est puis de créer l'espèce d'engouement. J'étais en route ici, puis ma sœur me parlait, qui est en télétravail, elle dit j'ai une activité avec le travail, elle dit j'essaie d'y aller parce qu'on n'a plus de contact physique. Alors ça y manque un petit peu, puis elle veut juste, oui. C'est ça, mais en même temps, elle est précise, son bureau sur la rive nord, elle habite sur la rive sud. Moins de temps dans les déplacements, moins de perte de temps dans le fond. Moins de perte de temps, elle a une voiture qu'elle partage avec son fils maintenant. Alors qu'à une autre époque, ça n'aurait pas été possible. Alors, c'est des économies importantes, mais pour l'entreprise qui est là, elle en souffre. Et combien de restaurants actuellement sont fermés le lundi, le mardi, même le mercredi et le dimanche? J'ai vu des restaurants récemment qui sont ouverts 3 jours semaine, Gilles. Oui. Puis c'est pas rare. Tu sais, c'est une chose qui n'arrivait pas avant. Mettons que tous les deux, tu m'appelles, tu dis Gilles, j'ai de quoi de jaser, on va aller prendre un snack. On n'appelait pas avant, on ne vérifiait pas sur le web si c'était ouvert. C'est toujours ouvert. Mettons une cage au sport, lundi, mardi, tu poses pas la tête. Là. Pas de question. Mais aujourd'hui, oui, faut que tu regardes. Oh, fermé! Oui, c'est là que ça devient important. Actuellement, là, on se rend compte que 61% des gens dans la région de Montréal, c'est une statistique précise qu'on a actuellement, sont de retour au travail un petit peu, c'est-à-dire en présentiel, mais pas en mode complet. Genre au moins une fois par semaine, c'est ça? Au moins. Actuellement, ce qu'on semble reconnaître, c'est encore, on en a parlé déjà, mais 3 jours virtuels, 2 jours présentiels. Okay. Alors, ça semble c'est la formule. Ça semble être la formule actuellement qui est utilisée par la majorité des gens. Mais on se rend compte que 61% des travailleurs de Montréal, dont le bureau au centre-ville, ont recommencé à revenir. Par contre, il y a une chose, c'est que ça a un impact sur tout le reste, le transport en commun. On a des projets de tramway ici qui s'en viennent. Il y a des discussions tout le temps au niveau du transport. La REM à Montréal. Exactement. Puis on se rend compte que l'achalandage n'est pas au retour d'avant la pandémie, mais les sommes investies sont comme ça. Puis, je comprends le If you build it, they will come. Là, c'est qu'on essaie d'amener des plateformes intéressantes, mais ça ne semble pas relever à ce niveau-là. Les gens continuent de garder les moyens qu'ils ont utilisés pendant la pandémie. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de citoyens payeurs de taxes qui s'inquiètent sur le tramway, le troisième lien et les autres. Est-ce que la situation actuelle du télétravail et de la mixité entre le télétravail et le présentiel, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? Si oui, est-ce qu'on a le même besoin? Fait que tu peux... C'est fédérateur dans le sens où le sujet est fédérateur, mais d'avoir une opinion qui est partagée par tout le monde, c'est quasiment impossible. Parce que ça dépend de ce que tu prends comme argument, ça dépend de ce que tu vois. Est-ce que ça prend... Plusieurs disent, on a 2 ponts qui sont vieillissants, ça en prendra un 3e, de toute façon, éventuellement. Ça, c'est pas fou. Même c'est une bonne idée. Même si on a des voitures électriques ou l'hydrogène, il faut qu'ils se déplacent. L'idée du tunnel, on dit, oui, parfait, un tunnel entre Québec et Lévis, c'est pas une mauvaise idée, parce que c'est quand même 2 villes qui se développent beaucoup, mais en même temps, est-ce que les gens vont le prendre? Est-ce que les piétons vont prendre ça? Piétons pour se ramasser à pied l'autre bord? Fait que tu sais, les questionnements sont normaux. Moi, que tout le monde, d'ailleurs, t'entends les critiques sur le tramway à tous les jours de tout le monde, puis le monde n'est pas fou complètement, là. C'est parce qu'il y a beaucoup de façons de le voir, il y a beaucoup d'arguments, puis il y a beaucoup d'éléments nouveaux, dont le télétravail, qui amènent à questionner encore plus, puis évidemment, l'argent. Si j'ai des clients de Montréal qui me disaient récemment, avec le tramway, ça va être le fun, vous allez pouvoir vous promener partout dans la ville sans utiliser votre véhicule. Je dis non. C'est 2 axes qui sont... C'est un axe qui est utilisé. T'es pas partout, là. On n'est pas partout. Puis quand on regarde... Puis écoute, je suis pas contre le projet nécessairement. Moi, quand je voyage, j'aime ça, prendre ces moyens de transport-là. Puis ça fait partie de l'évolution, puis je suis conscient du futur et tout ça. Faut ajuster, faut adapter nos façons de se transporter.
Mais avec ces frais-là, le temps de construction, dans quelle mesure avant qu'il n'aille au Lac-Saint-Charles, un tramway, ça va être long. Ça peut être long, oui. Puis, on parle de 2029, la mise en service. On est en 23, là, c'est 6 ans. On sait qu'on n'a jamais eu de retard sur les travaux au Québec. Alors, demain, tu m'annoncerais, Gilles, 2030, je tomberais pas à terre. Le budget respecté, on sait que ça n'arrivera pas, là. Ben non. Tous les projets de transport en commun à Montréal, c'est des beaux exemples. C'est des beaux exemples. Puis à Montréal, on le refait, le tunnel. C'est malgré toute l'offre de transport en commun, il n'y a personne qui a dit pourquoi on ne le bouge pas? Faire un autre pont ou d'autres choses, ou même, on a-tu vraiment besoin? On dit que c'est encore nécessaire. Ça va coûter quoi, ça? Il y a déjà 1 milliard de dépassements avec moins d'1 an de construction. Ils nous ont promis 3 ans, mais tout le monde s'est dit, ben voyons, ça va prendre 5 ans. Alors, fait que c'est comme ça. Fait qu'on se rend compte qu'actuellement, là, dans les bureaux, les gens ne sont pas au rendez-vous encore au complet. Ça reviendra jamais à ce que c'était, Gilles. Donc, les entreprises, est-ce qu'on a le chiffre de l'évolution des entreprises? On estime que le travail au bureau fermé, ce qu'on estime là, vraiment là, 5 jours semaine, là, ça a augmenté de 5 à 13 % de 2022-2023. C'est pas beaucoup, Gilles. Non, c'est pas beaucoup. C'est quand on considère qu'avant la pandémie, c'était presque 100 %. Qui tu connaissais qui était en télétravail avant la pandémie? Je dirais ceux qui ont des jobs d'appoint. Mettons quelqu'un qui fait des corrections de texte. Ça, il y en avait, là. Il y en avait. Tu comprends ce que je veux dire? Des gens qui font de la création dans des agences, par exemple, parce que moi, c'est un domaine que je connais bien. Là. Je travaillais beaucoup avec les agences, on fait de la pub. Il y avait de ça. C'est là que je le voyais plus. Mais tu sais, puis des gens qui font de la création beaucoup. C'était pas la norme. De la traduction, des choses comme ça. Il y en a, tu comprends? Ouais. Je te donne des choses qui sont évidentes. Là. Il y en a d'autres. C'était souvent des gens qui étaient à la pige. Oui, des pigistes, beaucoup. Des pigistes et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu la norme. Oui. Tu sais, de cogner une porte l'après-midi puis d'avoir quelqu'un qui répond, c'est une réalité. Là, comme quand tu te promènes dans les quartiers résidentiels en plein jour puis tu vois le nombre de véhicules qui sont dans les stationnements. À une époque, il n'y avait pas de véhicules le jour. Et puis... C'était le temps d'aller voler dans les maisons. Exactement. Exactement. Puis ça nous est arrivé chez nous plus jeunes. C'était comme ça. Ah oui, absolument. Donc, est-ce qu'il y a des entreprises qui vont plus loin en disant on n'impose aucun modèle, faites ce que vous voulez? On estime que 60 % des gens offrent un horaire hybride actuellement. Comme on parlait du 2 jours, 3 jours. Ça semble être la bonne solution entre les employeurs et les employés, que les gens réussissent vraiment à s'entendre de ce niveau-là. On a vu qu'il y a des entreprises, des organisations qui ont commencé à conventionner ça aussi. Hein. On a vu dernièrement les derniers conflits qu'on a eus là, au Québec. On a eu l'Auto-Québec qui a fait conventionner ça. Oui. Et c'est arrivé encore récemment aussi avec le ministère du Revenu, tout ça. De plus en plus, les employeurs veulent avoir conditions ça, de travail. Ils veulent l'écrire. Ça évite les discussions. J'ai un employeur qui me disait récemment, qui est en négociation syndicale comme ça, il dit, Simon, il dit, actuellement, on me demande ça. Il dit, je t'avouerais, il dit, en toute honnêteté, il dit que ça ne me dérange pas. Il dit, ils veulent le conventionner. Il dit, j'essaie de jouer difficile. Il dit, je ne veux pas leur accorder parce que je vais essayer de gagner d'autres choses. Mais il dit, la réalité, c'est que ça ne me dérange pas. Il dit, la journée que ça va être conventionné, j'aurai plus d'enjeu de mon côté parce que là, il dit, je suis obligé de discuter à la personne. Puis à la pièce tout le temps. Alors que là, ça va être établi. C'est ça. Alors, comment ça, Gilles, lui, c'est 3 jours par semaine à la maison. Puis Simon, lui, moi, c'est 2 jours, puis j'aimerais ça être comme Gilles. Alors, il dit, le fait que ça devienne conventionné, il dit, ça me dérange pas. Mais il dit, je m'en sers pour avoir d'autres choses. Okay. Alors, puis ça, c'est normal, c'est une belle négociation qui se fait. Le télétravail, donc, est-ce qu'il y a une fréquence plus grande ou c'est-à-dire, c'est quoi la fréquence de télétravail? On estime que c'est que d'abord 47 % des gens qui travaillent à la maison, comme je disais, au moins 3 jours et plus par semaine. C'est beaucoup plus grand que tous les chiffres qu'on avait avant la pandémie. Ouais, ben oui. Ça se stabilise. Ça va ressembler à ça. Tu me demandais par rapport à moi, 50-50. On s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Et puis, mais ce qui est difficile, c'est les nouveaux employés de les amener au travail. Les employeurs ont cette difficulté-là. Ils ont pris l'habitude pendant leurs études. Plusieurs emplois se font à la résidence. Moi, ma fille et mon garçon travaillent en télétravail. Et puis, c'est une réalité avec laquelle ils ont été habitués. Et je regarde leurs conjointes, c'est à peu près la même chose dans chacun des fait que les générations plus jeunes, en bas de 30 ans, c'est des gens qui sont nés avec ça. Sont nés avec ça. Ils sont très à l'aise avec ça. Ils sont super à l'aise. Ils se voient autrement. Sont encore plus proches de leurs amis aussi. Tu sais, on se voisine moins entre amis qu'on le faisait à 25, à 30 ans. On est rendu à un âge où c'est peut-être
peut-être plus difficile à ce niveau-là. Mais eux autres, ils ont encore des 5 à 7, ils ont encore des activités, ils partent en camping, en traîneau, des choses comme ça. Alors, fait que leur temps de loisir, ils l'ont. Alors, fait que finalement, ça comble bien leurs besoins. On a parlé des employeurs surtout, mais des employés, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce que c'est ça qu'ils préfèrent, le télétravail ou le mode hybride? Le mode hybride, les employés commencent à y prendre goût aussi. Parce que les employeurs se sont organisés pour le rendre agréable. C'est-à-dire qu'on a revu les bureaux, les façons de travailler, il y a des activités. Beaucoup d'air ouvert, hein, c'est ça? Beaucoup d'air ouvert. C'est fou, on me disait qu'il y a des places où il y a des bureaux, puis il n'y a pas de nom attribué au bureau. Oui. Tu prends le bureau qui est disponible, tu installes ton ordi, souvent c'est des portables. La plupart des gens ont des portables, tu te branches, puis t'es Wi-Fi installé, bing, bang, bang, t'es tellement facile, c'est tellement facile. La commodité est là. Alors, mais les employés viennent, ils sont au bureau, on voit des choses qu'on ne voyait pas. C'est des postes de travail, pas des postes de travail, mais des genres de coins avec des fauteuils, des ottomanes, puis tout ça, les gens sont inscrits, sont installés, c'est pouf, et puis ils font des réunions avec le portable sur les genoux. Ouais. On voyait pas ça à une époque, Gilles, mais plus ça, convivial. C'est plus convivial. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des mini-cafétérias sur place pour s'assurer qu'il y en a qui vont commander. Moi, j'ai un employeur qui offre tous les déjeuners à l'année à ses employés, au complet. Ils ont vraiment une cuisine à l'année. Fait que si vous venez, vous pouvez prendre un petit œuf, un café, puis tout en jasant avec vos amis, puis préparer. Puis il y a du choix, là. Puis le mercredi, midi, c'est le repas est payé pour toute l'entreprise au complet. Et c'est toujours un thème. Alors, le thème libanais, dans 2 semaines, ça va être la nourriture indienne, tout ça. Et c'est vraiment... Mais pour l'acclimatation puis l'insertion, puis tout ça, c'est parfait. Oui, puis ils ont trouvé une façon aussi. C'est que l'enjeu aussi du télétravail, c'est que c'est beau 2 jours, 3 jours, mais les 2 jours hybrides, d'après toi, est-ce que le lundi? Non. Et le vendredi non plus. Et c'est là que les employeurs ont de la difficulté parce que les employés aiment bien de choisir... La longue fin de semaine, un pas fou, là. C'est bien plus intéressant. Alors, fait que c'est certain qu'à 3h30 l'après-midi, le vendredi, c'est rare que le téléphone sonne beaucoup dans certains domaines. Mais tu le vois sur la route, hein? Dès 2h30, 3h, là, wow! Puis je le vois en télétravail. Je le vois dans mes conférences également. Ah oui? Parce que quand l'été arrive, là, les gens disent, Simon, ça te dérange pas si je suis à formation sur le bord de la piscine? Ça me dérange pas. Mais là, tu as des gens sur le bord de la piscine, tu as des gens au chalet, sur le bateau. Et alors, fait que les gens alors, les entreprises ont ce problème-là actuellement, c'est beau d'avoir 3 jours, mais tout le monde veut le même 3 jours, du mardi au jeudi. Et le lundi, personne ne veut y aller. Le vendredi, personne ne veut y aller. Ça cause des enjeux importants. Alors, il y a vraiment quelque chose. Mais on se rend compte que c'est 68% des travailleurs qui préfèrent le mode télétravail. Pas télétravail, mais en formule hybride, qui est une augmentation de 27% par rapport à l'année passée. Okay, ça s'installe, ça s'incruste. Ça s'incruste, ça revient. Il n'y aura pas de retour en arrière. Est-ce que les compagnies ont dit haut et fort qu'ils veulent rester au centre-ville, par exemple, Montréal? Oui, les entreprises curieusement, sont restés. Et moi, je dis curieusement, ça m'étonne de ce parce qu'il y a des locaux vides, là, pas à peu près. Il y en a des tours vides à Montréal. Pas juste à Montréal, Toronto, on peut mettre... C'est impressionnant. On peut en mettre New York, on peut en mettre partout, là. On parlait de mesures de transport en commun. On élimine de plus en plus de stationnement. On le voit aussi. À Montréal, c'est un enjeu. Même avec les policiers, c'est un enjeu de recrutement. Actuellement, le nouveau chef, Fadi Daguerre, qui est là. Il y a un problème de recrutement. Les jeunes policiers ne veulent pas aller travailler dans le centre-ville de Montréal parce qu'ils ne trouvent pas de place pour se stationner. Puis il faut qu'ils payent pour leur stationnement aussi. Alors là, ils sont en train de regarder des compensations, mais si ton ami, lui, travaille à Longueuil... Puis un policier en télétravail, ça se peut que la sécurité soit moyenne. Ça devient plus difficile. mais ils ont cet enjeu-là. Puis ça peut paraître banal. Non, mais je n'avais pas pensé à ça, mais oui. 25-30$ par jour, puis là, faut que tu le cours, ton stationnement aussi. Alors, il était habitué avec une certaine commodité. Alors, il faut que tu as ton ami qui travaille à Saint-Bruno, lui, il laisse sa voiture le matin, il est là. Alors que toi, tu es obligé de... Si, en plus, puis des travaux au centre-ville, c'est compliqué, là, soyons honnêtes. Festival du Cône Orange, là. Écoute, quand je vois les cônes oranges, puis on en voit actuellement avec le tramway, Québec, il y en a pas mal, il commence à en avoir beaucoup. Et je me dis toujours, mais j'ai donc bien manqué mon coup. C'était ça, le business qu'il fallait investir. Faire des cônes oranges, tabarouette. Recherche et développement, il n'y en a pas tant que ça. Je pense pas que ça bouge beaucoup. Et puis, il s'en vend un peu un autre. Donc, le transport en commun est affecté, c'est ce qu'on dit avec tout ça. Écoute, il est à nouveau utilisé. 60% des travailleurs, entre autres à Montréal, j'ai pas de statistiques pour Québec, malheureusement, c'est pas encore établi, mais 60% des gens ont recommencé à utiliser pas le télétravail, mais le transport en commun pour se rendre au travail. Mais ce transport en commun général à Montréal... Le métro, c'était plus tough? Le métro souffre. On estime que la baisse est de 36% en 2023 versus 2019 Pourquoi avant la donc? pandémie. Y a-t-il une raison qui est donnée?
Je ne le sais pas. Il y a une chose que je m'interroge. J'avais, dans les dernières semaines, la réflexion, je vois encore beaucoup de gens se porter des masques. On le voit à l'épicerie, on le voit partout. Il y a encore des gens qui ont cette crainte-là. Je te lis, c'était un spectacle récemment il y avait des masques. à Salle Albert Rousseau. Il y a des masques réguliers. Est-ce que c'est une bonne habitude qu'on a pris, à savoir, j'ai un rhume quelconque ou je vais essayer de pas le donner? Moi, je juge aux pas. autres? Je me dis, il y en a qui sont plus à l'aise de même. C'est ça, mais on se rend compte que c'est resté. Est-ce que c'est lié à cette peur-là de se retrouver dans des espaces clos? Est-ce que c'est un enjeu de sécurité? À Montréal, on sait qu'il y a des enjeux de sécurité. Est-ce que c'est ça? Les réponses ne sont pas données encore, mais 36 % de diminution, on regarde les investissements qui s'en vont vers ça. Est-ce qu'on pourra justifier ça à moyen ou à long terme? C'est une très, très bonne question. On a, et d'ailleurs, je pense que dans nos chroniques de balado, on n'a pas fini d'en parler, l'intelligence artificielle. On a un genre de bloc intelligence artificielle parce qu'il y a toujours du nouveau, toujours de nouvelles choses qui sont dites. La popularité de l'intelligence ne diminue pas. Il y a des employeurs qui sont enthousiastes, d'autres qui sont plutôt inquiets. Donc, il y a un spécialiste d'intelligence artificielle qui est reconnu, c'est Gary Marcus. Donc, numéro 18. Lui, il est en état d'alerte. Il veut dire aux gens allumer. Mais qu'est-ce qu'il dit essentiellement? Il dit plusieurs choses. D'abord, je le trouve assez lucide par rapport à tout ça. C'est pas un énervé. Là. Non, c'est pas un énervé. Par contre, il est conscient qu'il y a des enjeux. Et puis on va en discuter ensemble. Mais il y a des enjeux pour la santé mentale qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Il y a des enjeux aussi pour les entreprises qui ne suivront pas. Et tu disais il y a quelques instants, les compagnies peuvent plus utiliser, les employés peuvent plus utiliser aujourd'hui comme excuse le fait que je ne suis pas installé, je ne suis pas équipé. Mais on se rend compte que tout le monde va devoir embarquer dans l'intelligence artificielle. C'est un no-brainer. Tu n'as pas le choix. Et il y a un impact sur plusieurs choses, mais on se rend compte d'une affaire actuellement, c'est que ce que M. Marcus, d'abord, il y a une des choses, c'est que il y a toujours des gens qui vont dans la catastrophe, il y a des gens qui ont peur de l'extinction de l'humanité. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de job, on va tous des robots partout. Ah, exactement. Mais là... Et M. Marcus a dit, écoutez, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là, l'humain ne sera pas extinct à cause de l'intelligence artificielle. Sauf qu'on se rend compte qu'au niveau du travail, c'est majeur. Gilles, les répercussions sont majeures. Et les employeurs qui, actuellement, n'embarquent pas dans ça... Ils vont se prendre? Ils vont... De cours? Eux autres, l'extinction s'en vient. L'extinction s'en vient certainement pour les entreprises qui ne suivront pas. OK. Donc, qu'est-ce qui... Tu sais, est-ce que c'est lui qui était initiateur de la pause? Il faudra prendre 6 mois pour réfléchir? Il en fait partie. Il en fait partie, OK. Il en fait partie. Mais sauf que lui, il va un petit peu en faux par rapport à ces gens. C'est-à-dire, par rapport à ces gens-là. C'est qu'il dit, faut absolument qu'on fasse une veille sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on surveille qu'est-ce qui se passe. C'est important d'établir les règles à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas de règles actuellement, c'est le Far West. Ouais. Et puis, il y a un nouveau... les gens appellent ça le ChatGPT, qui est devenu une Kleenex du mouchoir, là, finalement. Là, mais le ChatGPT, il y a plusieurs frères et sœurs là, actuellement. Et je regarde ton gilet Jasper, il y a un Jasper qui est l'intelligence artificielle. Toutes les organisations vont vers ça actuellement. Sauf que lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas ramener le dentifrice dans le tube, ça c'est certain, mais il faut établir certaines règles parce qu'il s'inquiète des collatéraux par rapport à tout ça. Et dans le fond, on ne peut pas penser non plus que les grandes entreprises feraient une pause puis arrêteraient de développer. Moi, je pense que c'est impensable. Tu ne peux pas demander ça aux gens. C'est impossible. Puis même, Gilles, moi, je l'utilise actuellement dans mon travail, je l'utilise au quotidien. Et, pour t'amuser ou pour travailler? Pour le travail, à tout point de vue. Je suis en train actuellement... Donne-moi un exemple, mettons. Je suis en train de monter un... On les appelle le robot conversationnel pour mon site Internet. Okay. Mais il faut que je le nourrisse. Actuellement, je suis en train de le nourrir. Je suis en train il est dans la chaise haute et puis j'ai de la nourriture pour bébé. Puis là, je dis, voici qui est Simon Saint-Hilaire. Okay. Voici ce que je fais. Plus t'en dis, plus ça va être précis. Exactement. Sur ce que t'es. Et puis ça devient... Écoute, déjà, là, je suis impressionné. Il n'est pas encore en place sur mon site Internet. J'estime il est en test, mais tu vois que ça progresse? D'ici 3 semaines, ça devrait être là. Mais déjà, là, la première journée... J'allais dessus, puis là, je l'interrogeais. Qui est Simon Saint-Hilaire? Simon Saint-Hilaire est conférencier dans le domaine de la vente, service à la clientèle. C'est assez impressionnant. Et quand on regarde ça, bien, il y a une réalité, c'est qu'avec la pénurie d'employés, bien, d'avoir un service comme celui-là pour les clients est fantastique. Et moi, ça me permet d'avoir quand même une communication avec les gens. Et on verra à quel point, jusqu'où ça va aller, mais c'est impressionnant ce qu'on lui donne. Mais par ton travail, que tu sois tendance, que tu sois un peu en avant de la parade, c'est pas fou, là. J'ai pas le choix. Je pense que oui. J'essaie. Et là, je le nourris. Je le nourris avec des PDF, je le nourris avec des liens de site Internet.
il y a plusieurs façons de le nourrir. Et plus je le nourris, parce qu'il y a une chose que les gens qui nous écoutent, là, qui ne sont pas encore au fait de l'intelligence artificielle, qui n'ont pas commencé à jouer avec ça, c'est encore des assistants. Et le mot assistant devient vraiment important. C'est qu'un assistant, il faut que tu lui dises quoi faire. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'initiative, mais il faut que tu lui dises quoi faire. Tu le prépares bien, s'il est bien, ça peut faire le travail. Il faut que tu sois très précis. Je sais que Gary Marcus, une des choses, puis d'ailleurs, ça nous semble évident, une des choses qui l'inquiète, c'est la manipulation de l'information, c'est-à-dire sur la démocratie. Parce que déjà, je t'avais fait entendre des extraits, un petit extrait, un petit bout de... Puis je sais pas si c'était toi ou Luc Dupont, j'ai fait entendre, c'était très drôle parce que c'était quand j'ai fait des chroniques avec Jeff Fillion, il y a un WizKid qui nous avait envoyé ça en prenant quelques paroles de Donald Trump, quelques paroles de Pierre Poilievre et tout ça, puis il a fait dire à peu près n'importe quoi, puis avec une ressemblance vraiment pour surprendre à peu près n'importe qui. Donc tu dis, ça va être de démêler le vrai du faux. Puis comment on va être capable d'être sûr que l'information qui circule? C'est une question extraordinairement complexe. Écoute, au niveau de la démocratie, il y a un enjeu à ce niveau-là. Oui. On a vu écoute, actuellement, Fox est avec des enjeux. Là, on a vu ce qui est arrivé. Oui. CNN n'est pas meilleur là, de ce côté-là. Et à peu près toutes ces organisations-là médiatiques ont actuellement on va les appeler des cadavres dans le placard là, parce que on se rend compte que les gens donnent l'information qu'ils veulent bien donner. Et c'est un petit peu l'inquiétude qu'on a avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que aussi la façon que les gens s'informent. Combien de gens s'informent que par les réseaux sociaux? Beaucoup trop. Il y en a, mais ça n'arrêtera pas. Là. C'est beau de dire faites vos recherches, là, mais on recherche toujours dans le même voisinage. C'est-à-dire qu'avec les algorithmes, on s'inquiète que l'intelligence artificielle pourrait amener de la désinformation et puis de l'utiliser à ce niveau-là et d'amener des messages qui seraient totalement faux. Et peu importe de quel côté du spectre de la à partir du moment où c'est sorti et que ça se répand, parce que les réseaux sociaux permettent ça, c'est dur d'arrêter ça. Là. C'est difficile. C'est difficile de retirer quelque chose sur Internet. Là. Ce qui est encourageant d'une certaine façon, c'est que les spécialistes et les scientifiques disent, en même temps qu'on travaille l'intelligence artificielle, on travaille aussi les moyens de s'assurer que les gens savent que ça a été tripoté ou que ça a été touché. Oui. Pour qu'il y ait des warnings en bon québécois tout le temps. Pour dire, tu sais, comme quelqu'un... Quand tu as eu des photos des grandes stars internationales puis les défilés de mode, à un moment donné, il y avait tellement de photos retouchées qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit, écoutez, ces reportages ont été faits avec... Les photos ont été retouchées. Tu le sais maintenant. Alors, on imagine qu'il va y avoir des reportages qui vont dire, écoutez, ce reportage-là a été fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Juste pour... Ça veut pas dire que c'est faux, mais tu comprennes qu'il y a peut-être des choses qui ont été bonifiées, mettons. Il va falloir qu'il y ait ça. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des règles. C'est ce que Gary Marcus et les autres veulent. C'est d'établir les règles pour dire, écoutez, voici, c'est là, on ne peut pas l'arrêter, il faut s'en servir, c'est utile. C'est drôlement utile, c'est un outil fantastique, mais ça va prendre des limites. Il va prendre des limites, il faut baliser tout ça. Mais on se rend compte d'une chose aussi qui inquiète là, les gens comme Gary Marcus, c'est que on parlait de la démocratie. Pour que la démocratie demeure fonctionnelle, ça peut pas, les informations doivent être contrôlées aussi de ce niveau-là. Il y a l'instant où l'intelligence artificielle est capable elle-même de produire de la nouvelle, et tu l'as dit, là, en quelques secondes, en quelques minutes, les WizKids sont capables de produire quelque chose. Tantôt, là, on va avoir on va pouvoir remplacer le visage de quelqu'un sur le... Je dis tantôt, c'est déjà là. C'est déjà là. Alors, ça veut dire que demain, quelqu'un pourrait être incriminé pour quelque chose qu'il n'a absolument pas fait, et on pourrait avoir l'impression qu'il y a des preuves qui sont drôlement solides. Et tu peux monter le dossier. Comme s'il y avait un dossier, mais tout est faux. Tout est monté. Fait que on comprend qu'il faudra réussir de façon, je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ils disent qu'ils travaillent les deux en même temps, en parallèle. Puis moi, ça me rassure un peu. On travaille sur l'avancement, mais on travaille aussi sur la sécurité. Mais la sécurité devient difficile parce oui, actuellement, il y a des sites, là, des applications qui permettent de savoir si un texte a été fait par l'intelligence artificielle. Entre autres, dans le monde de l'enseignement, ils s'en servent. Les professeurs ont besoin de ça parce qu'il y a tellement de fraude. Il y a tellement de textes copiés et recopiés. Maintenant, ils ont des logiciels. Ça, je ne savais pas ça, mais des professeurs à l'université rentrent un logiciel, ça prend 3 secondes. 3 secondes. Puis là, ils savent il était copié. Quel pourcentage a été... 60% est copié intégralement. Paf, un beau zéro. Mais pendant combien de temps?
Il y a des VPN aujourd'hui oui. pour cacher. Alors, fait que Non. c'est sûr que quelqu'un qui est en train de penser actuellement une formule pour qu'on se Ça doit exister déjà, t'es d'accord, là? Je suis certain que d'ici un an, on va lire des livres, toi et moi, qui ont été conçus par l'intelligence artificielle, presque en majorité. Puis ça ne sera pas inscrit, ça ne sera pas indiqué à ce niveau-là. Mais il y a dans toutes les innovations, il y a des côtés épeurants, mais il y a des côtés extrêmement emballants. De ce côté emballant, Marcus en parle, mais dans l'intelligence artificielle, les avancements dans la médecine, dans les soins aux personnes âgées, dans la science, c'est phénoménal. Je pense que ceux qui travaillent là-dedans, c'est une des motivations, c'est-à-dire on peut vraiment aider beaucoup. Là. Moi, c'est ce qui m'emballe. On parle de pénurie de personnel, c'est ce qui m'emballe réellement. C'est que si on va dans un commerce aujourd'hui, si je parlais de mon robot conversationnel sur mon site Internet, éventuellement, là, le commerce de détail, ce qu'on voit actuellement, c'est que tu vas rentrer, ton téléphone en rentrant va c'est quoi les expressions claires? Là, je veux pas là, induire les gens en erreur, mais va tout de suite reconnaître que l'intelligence artificielle est offerte et tu vas pouvoir dire, mettons, je rentre dans une grande surface, je cherche telle chose. Tu sais, on dit, oh, hey Google, fais telle chose. Hey Siri, c'est ça. Alors, fait que là, je vais dire, je cherche une canne à pêche à mouche. Oui. Alors, et là, avec G26. Exact. Mais ils vont t'amener directement parce qu'avec la géolocalisation, ils vont t'amener, ils vont dire, tourne à droite, va à gauche et tout ça, juste devant toi. Et là, ils vont savoir que le robot conversationnel va savoir que tu as saisi cette canne à pêche-là. Et là, le robot va être en mesure de dire, alors, monsieur Parent, vous retrouvez ici une canne à pêche qui fait telle chose, qui a tel poids, qui a tel... Puis là, tu vas pouvoir lui poser des questions. Ça pèse combien? Est-ce que... Et il y a peu d'individus qui sont capables de faire ça. Et là, tu vas avoir une information qui est drôlement précise. Plus précise, vraiment, que quand tu vas dans un magasin. Hey. Avez-vous une canne à pêche? Puis là, l'employé te dit, ça doit. Ça, c'est l'extrême, mais on l'entend. Oui. Aujourd'hui, on l'entend. On l'entend tout le temps. T'sais, on regarde Tanguay, ce qu'ils ont fait récemment avec toutes les... Oui, un changement que moi, je trouve heureux. Là. Fantastique. Mais l'art de moderniser de façon subtile, mais assez précise. Et Jacques Tanguay, j'ouvre une parenthèse, on l'a vu avec la victoire des Remparts, la Coupe Memorial, on l'a vu encore, là, puis je trouve que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas suffisamment. C'est une des personnalités d'affaires au Québec qui est toujours intéressante à entendre. Il y a le bon ton. Il n'est jamais alarmé, il est toujours positif par rapport à ce qui s'en vient, par rapport aux défis du monde des affaires. Mais puis c'est tout un success story. C'est un success story incroyable. Mais quand tu regardes la quantité de produits qu'ils ont aujourd'hui versus ce qu'ils avaient avant le vendeur de mobilier de cuisine, il y avait 8 tables, les chaises à expliquer, mais là, c'est le patio, c'est la machine à popcorn, c'est l'elliptique, c'est tout. Tout pour la maison. Tout pour la maison. Alors, fait que tantôt, l'intelligence artificielle va intervenir dans... Parce que tu ne pourras pas avoir une personne qui sait tout. Impossible. Sinon, le robot, lui, il n'a pas de problème. Puis il ne prend pas de pause. Le robot ne prend pas de pause. Si toi, tu ne veux pas avoir tout le baratin du robot, tu vas dire, non, je veux juste le prix. Le meilleur prix là-dedans, c'est quoi? Toc, il va te le dire. Le robot va être capable de te le donner. Alors... Tu auras compris que ça préoccupe quelqu'un comme moi. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on va vouloir absolument l'efficacité au détriment de la relation humaine? Ou, tu sais, parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de vivre une époque où, parce qu'il y a un manque de personnel, parce qu'il y a un manque de personnel formé, parce qu'on n'a pas le temps de rien, donc tu te ramasses avec des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Fait que finalement, tu as de plus en plus de gens qui vont dire, pour acheter une voiture, pour acheter un meuble, pour acheter un bien... Ils arrivent là, puis ils ont l'impression qu'ils en savent plus que la personne, puis souvent, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, on arrive avec quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire pas statique, parce que c'est quand même, ça bouge, puis c'est dynamique au contraire, mais en même temps, c'est particulier d'imaginer que ça va être des robots. Tu comprends-tu? Dans notre tête, on se dit un peu, là, moi, je suis habitué d'avoir des gens qui me parlent, des relations humaines, une confiance que je porte en quelqu'un qui est devant moi. Il y a du questionnement. Il y a du questionnement, mais... moi, je suis pas fermé, mais je me dis, comment ça va... Non, il ne faut pas être fermé. Mais souviens-toi de l'arrivée de la télévision. Quand tu lis des vieux articles sur l'arrivée les gens disaient, les gens vont se tanner de regarder du monde à travers une boîte. Et puis, heureusement, les Québécois regardent la télévision 27 heures par semaine au Québec. Alors, c'est 2 semaines. Ils sont tannés en baptême. C'est 2 semaines d'ouvrage pour un professeur au cégep. Alors, fait que un petit clin d'œil pour mes amis. Sauf qu'il y a une réalité, c'est que
Les gens se sont habitués. Souviens-toi, je me souviens, moi, chez moi, mon père avait une messagerie vocale à l'époque, avec des cassettes 8 pistes. Et là, il y a des gens qui nous écoutent 8 pistes. Alors, qui était gros comme une brique. Les cartouches. C'est après ça, c'était les cassettes, 4 pistes. Non, on a tout vécu là. Fait qu'il y avait le 8 pistes. Et au début, là, les gens appelaient, puis ils laissaient pas le message. Ils bloquaient. C'est quoi ça? C'est un enregistrement qui nous parle. Et là, les gens raccrochaient. Souviens-toi de l'arrivée des guichets automatiques. J'ai plusieurs institutions financières. Ils m'ont montré des vidéos à une époque. Les gens se sauvaient ou quoi? Les gens ils paniquaient parce qu'au début de tout ça... Ma carte est rentrée, elle reviendra pas. Ils chicanaient après. Il y en a qui frappaient dans la machine. Il y en a qui criaient après. C'était extraordinaire. Je savais pas ça, mais c'est extraordinaire. Mais je suis pas étonné. Les débuts des guichets automatiques, les banques, les institutions financières avaient des employés sur place pour dire... Je vous souhaite la bienvenue. Vous avez votre carte. On vous a donné une carte. Insérez-la ici. Et puis là, les gens paniquaient, alors qu'aujourd'hui, les guichets automatiques, c'est devenu... Oui. Mais c'est en train de disparaître. Parce que c'est quasiment obsolète par rapport à notre téléphone. C'est l'autre chose. Donc, l'évolution, tu dis, au départ, ça fait peur. Oui. Sauf qu'on s'y adapte. On va s'adapter, on va s'habituer. Puis, nous autres, c'est difficile. Mais nos jeunes... À cause de l'âge, je veux dire. Les jeunes sont dedans, là. Écoute, la génération des Z, actuellement, eux autres, un monde où l'Internet n'a jamais existé, c'est impossible. Les Y aussi, là, mon garçon est né en 95, c'est un Y. Alexandre, un monde où l'Internet n'existait pas, il n'était pas là. Plus jeune, il y avait une clé USB dans le cou pour ses travaux d'école. Moi, j'avais une clé de maison quand j'étais jeune. Alors, fait, tout a changé à ce niveau-là. 80% des gens, tu parlais des magasins, 80% des gens font des recherches sur Internet avant de se rendre en succursale aujourd'hui. D'où le fait que les gens connaissent plus les produits. Alors, ils arrivent là, et l'enjeu, c'est que demain, tu vas acheter un nouveau micro, et tu vas sur Internet, puis là, tu t'arrêtes sur celui-là, puis tu te dis, oh, je l'aime, celui-là, le Sennheiser, tel modèle. Puis là, tu vas lire des reviews, tu vas aller lire différentes choses. Et peut-être que pendant 2, 3, 4 jours, tu vas lire une trentaine d'articles. Et là, tu vas venir me rencontrer comme vendeur, mais moi, j'en ai 175 micros disponibles. C'est impossible que j'y connaisse les 175. Non. Comme toi, tu connais le modèle que tu as regardé. Qui t'intéresse, ouais. Mais ce qui est dangereux au niveau de la vente, c'est que toi, tu as identifié ce micro-là par rapport aux besoins que tu crois avoir. Alors que moi, comme professionnel, je devrais être capable de regarder avec toi, tu t'en vas où avec ça? Est-ce que c'est le bon achat maintenant? Est-ce que à long terme, c'est le meilleur achat, peut-être pas. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose qui va bien t'adapter? Tu vas pouvoir l'utiliser dans d'autres fonctions? Simon, je viens de t'entendre parler, parce que je trouve que c'est un enjeu extraordinaire. Je suis pas le premier à le dire, là. Vraiment, j'ai rien inventé, tu vas voir. Tu viens de dire, tu vas regarder les commentaires des gens, les reviews, tout ce que tu veux. Ça, c'en est un élément qui fait très peur pour l'intelligence artificielle, parce que on imagine que quand tu as une grande famille, puis que tu veux partir une business, tu leur dis, allez donc sur Google, allez donc dire sur mon site, dire que vous avez aimé manger, puis donnez-moi une chance pour partir le système. Mais as-tu pensé avec tout ce qui s'appelle logiciel, multilogiciel, à quel point tu peux remplir ça de belles affaires? Gilles, c'est déjà commencé. Ah oui, c'est sûr, Parce que, on regarde Twitter, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça, mais il y a des gens qui ont 50 000 followers, puis on se rend compte que c'est pas vrai. C'est 14. C'est 14, là, c'est. Et c'est déjà beaucoup, 14 000, mais c'est pas 50 000. Alors, fait qu'aujourd'hui, les robots conversationnels, l'intelligence artificielle peut te monter, tu peux lui demander d'aller te mettre des notifications. Ils vont créer un site sur les réseaux sociaux où ils vont mettre une photo. Et donc, ils vont dire que c'est quelqu'un qui a été approuvé ou qui existe pour vrai. Et là, je vais dire, le show de Gilles, il est absolument fantastique, c'est extraordinaire et tout ça. Et c'est parfait, puis je peux comprendre, mais ça veut dire que tantôt, les avis, on ne pourra pas nécessairement s'y fier. Alors, fait que ça, c'est un autre enjeu là, qu'on retrouve de ce côté-là. Est-ce que, on parlait de M. Marcus et de l'intelligence artificielle, parmi les dangers, est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi pour que les entreprises avancent sans trop penser aux dommages collatéraux? Ah, définitif. Parce qu'il y en a presque inévitablement. Là. C'est les grandes entreprises, qu'on le veuille ou non, on est des données comptables. Si je travaille pour une compagnie demain, je suis un employé, je suis un atout, mais je demeure une donnée comptable. Alors, et là, tu regardes ça, puis tu dis, je peux avoir l'intelligence artificielle même, puis je peux congédier 10 000 personnes. Puis on l'a vu, là, il y a des compagnies qui l'ont fait. Alors, il y a un impact à ce niveau-là. Les 10 000 personnes qui se retrouvent demain au chômage et tout ça, alors il y a un impact. Heureusement, actuellement, on dit qu'on est encore en pénurie de personnel. C'est pas juste au Québec, tu voyages également comme moi. C'est mondial. C'est mondial. Partout où on va, il y a cet enjeu-là. Donc, on pense que les enjeux de personnel, la pandémie de personnel, on estimait que
entre 2030 et 2035, ça pourrait reprendre une certaine normalité. OK. Et l'intelligence artificielle pourrait devancer beaucoup ça. Il faut penser que l'immigration, le déplacement des populations, parce que souvent, tu avais une surcapacité, puis tu avais une baisse de capacité à certains endroits. Puis là, maintenant, l'immigration, on le voit, on est en train d'équilibrer ça. Puis tout le monde se dit la même chose. Ah, je suis allé à Toronto, finalement. J'ai passé 4 jours à Toronto, puis j'ai remarqué que la moitié, peut-être les 2 tiers du temps où je suis allé dans des services, c'était des immigrants ou des gens qui, oui, ils peuvent être des Canadiens dont la famille est arrivée ici, mais fils d'immigrants, filles d'immigrants, tu comprends? C'est des choses qu'on voit au Québec aussi, là. Absolument. Qu'on voit auprès de nous, qu'on voit dans les champs. Pas juste dans les champs pour ramasser des fraises. On voit de plus en plus dans les entreprises. Mon fils, tu le sais, mes 2 fils travaillent dans l'entretien de piscine. Puis cette année, il y a une vingtaine d'employés qui viennent du Guatemala. Une vingtaine. Puis t'as pas le choix. Non. Puis pas juste que les Québécois veulent pas le faire, c'est une réalité, mais c'est des gens qui sont heureux de venir travailler, ils sont heureux de s'installer ici, et ce qu'ils espèrent, c'est que la famille s'en vienne. Oui. Fait qu'on voit que l'immigration va amener des problèmes d'autres problèmes, c'est-à-dire le logement, on le sait, mais en même temps, c'est une force vive. Donc, c'est un rééquilibrage qui va peut-être faire qu'on va arrêter de manquer de monde aussi, là. Définitivement que ça va finir par avoir un impact. Il y a d'autres impacts, hein? Et je donnais une formation il y a 2 semaines à Montréal. Tu veux dire collatéral de tout ça, là? Définitif. Et moi, je suis préoccupé. OK, vas-y, je t'écoute. Parenthèse. On parle beaucoup du fait français au Québec. Je vois des gens qui sont diplômés à l'université, c'est marqué étudier à l'Université Laval et tout ça, puis je regarde leur courriel et puis ou sur les réseaux sociaux, les marketplaces. Moi, quand je trouve ça plate, là, je veux m'amuser, je vais sur Marketplace puis je lis les annonces. Et je regarde les fautes, c'est effrayant. Non, J'ai vu un hélicoptère téléguidé, Air Hélicoptère, pas de H, des choses comme ça. Et quand tu vas voir le profil de la personne, c'est marqué MBA, telle place, tu dis, il l'a eu comment? Alors, il y a 2 semaines, je suis en formation à Montréal. Je suis là pendant 4 jours avec une équipe, des gens fort intéressants. Quelqu'un d'origine cubaine qui est arrivé au Canada dans la dernière année. Quelqu'un de la Roumanie, quelqu'un de la Pologne. Ta curiosité fait que tu leur as parlé. Oui, moi, j'aime ça. Faites-moi voyager sans utiliser mon passeport aujourd'hui. Votre famille est originaire de quel endroit? J'utilise toujours ça. Je veux pas que les gens... Et là, ils me disent, ma famille vient de tel endroit. Je dis, vous, est-ce que vous êtes né là-bas ou vous êtes né ici? Là, les gens me disent, je suis né là-bas. Il y a combien de temps vous êtes ici? J'aime ça. C'est intéressant. C'est extraordinaire. Et derrière chaque cas d'immigration, il y a une histoire de film. Il y a un scénario de film qui est là. Que ce soit l'aspect juridique, l'aspect paperasse, tout ça. Mais tout le monde n'a pas quitté dans les mêmes circonstances. On a un ami familial de famille, ma sœur et moi, une très grande amie de ma sœur, mais elle, c'est le Rwanda. Elle a vu ses parents se faire abattre devant ses yeux alors qu'elle tenait la main de son petit frère pour pas qu'il crie alors qu'il était caché en dessous du lit. Et après ça, c'est des mois de marche et tout ça. Aujourd'hui, elle est infirmière diplômée à Ottawa. Elle a une belle vie. Mais elle a quand même une cassure là, dans sa vie. Tu pensais ce qu'elle porte en elle? Alors moi, quand je rencontre ces gens-là, je leur dis toujours, parlez-moi de votre film. Racontez-moi votre film. Ça s'est passé comment? Parce que là, il y a des gens qui me racontaient, on n'a pas eu le choix, c'était la guerre, on a eu tels enjeux, puis on le sait, partout sur le globe, il y a des bouleversements. Mais là où ça me préoccupe beaucoup, puis c'est au niveau du travail, ça a un impact réel, puis on n'en parle pas suffisamment, c'est que je le sais que le français, il faut le protéger. Je suis pour ça. Faut être fier. Faut être fier. On a une belle langue, on peut l'utiliser. Ceux qui sont habiles avec les mots sont capables de faire danser les mots. Le français est précis. Il y a des expressions qui sont fantastiques. Une langue complexe, mais qui est riche. Riche, extraordinaire. Puis je voyais les recommandations du ministre Drainville et puis j'étais impressionné, mais en même temps, un petit peu flabbergasté parce que j'ai lu, c'est que dans les recommandations, c'est qu'on va noter les fautes puis on va expliquer aux élèves qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute. Et je lisais ça, je me dis, ça se fait pas déjà, comment ça? Et là, après ça, on va les noter dans toutes les matières. Moi aussi, je pensais que ça se faisait. Ça se fait à l'université, cégep, université, ça dépend des... Encore là, ça dépend des matières. Mais si tu es rendu à l'université, tu sais pas écrire, c'est pas là que tu vas l'apprendre. Non. Mais là où est mon impact, c'est que dans cette formation-là, le groupe des gens qui n'étaient pas originaires du Québec, qui sont des Québécois maintenant à part entière, mais qui sont pas originaires du Québec, tous parlaient 3 langues et plus. Tous, Gilles. Il y en a une qui parlait 6 langues. Et le groupe de Québécois qui était là, la moitié ne parlait pas 2 langues. Et, OK, juste français, mais ils ne maîtrisaient pas l'anglais du tout. Zéro. Du tout. Alors, fait que, pour le travail, c'est sûr qu'avec ce qui s'en vient, c'est un questionnement. C'est un questionnement. Alors, fait il y a des Québécois tantôt, moi, je veux qu'on protège le français, mais j'aimerais ça qu'on nourrisse les gens. Tu as 3 enfants,
Quand ton plus vieux est arrivé, puis c'était l'amour de ta vie, c'était ce qui était de plus extraordinaire, tu en as eu un deuxième, tu n'as pas aimé moins le premier parce que le deuxième est arrivé. Tu avais de la place pour ça. Les jeunes apprennent les langues d'une façon extraordinaire. Mes 2 enfants ont le privilège d'être trilingues parfaitement, français, anglais, espagnol. Ils ont appris ça au primaire. C'est la même chose chez nous. Éponges. C'est la même chose chez nous. Tu sais quoi, je les trouve chanceux. Puis ce que je remarque aussi, si ils ont, en tout cas, je parle pour les miens, parce que je peux pas parler pour les autres, je pense qu'ils ont un respect du français, la langue première qu'ils ont eue, mais l'anglais, dans un cas, il y a même le portugais parce qu'il y a une conjointe du Brésil, après ça l'italien parce qu'il y a une conjointe de l'Italie, mais l'espagnol aussi parce que puis quand tu parles le français, puis l'espagnol, ça s'apprend bien, tout comme l'anglais, d'accord? L'espagnol et l'anglais, avec un peu de Duolingo, un peu, tu peux vraiment te débrouiller. Puis l'espagnol chaud, ça se parle très bien. Servez ça, pour favor. À part ce gag-là, il y a d'autres choses. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu veux bien faire les choses, tu apprends bien que tu veux bien écrire, puis que ça a été important chez vous. Ça, c'est enseigner jeune, ça. Reprendre les jeunes, juste pour montrer que tant qu'à faire de quoi, comme nos parents disaient, tant qu'à faire de quoi, fais-le donc comme du monde. Ça part de ça. Fait que quand tu vas apprendre l'anglais, tu vas essayer de bien le parler, tu vas essayer de bien le faire, puis tu n'auras peut-être pas tout le vocabulaire, mais tu vas essayer de faire comme ça. Tu vas apprendre l'espagnol. Même chose. Donc, ceux qui parlent 3 langues, si tu décortiques leur façon, tu vas voir leur français va être meilleur que bien des Québécois qui parlent qu'une seule langue. C'est pas systématique, mais c'est souvent le désir de bien faire. Oui. Es-tu d'accord? T'es très d'accord. Puis le fait qu'ils apprennent 3 langues en même temps ou 2 langues en même temps, les règles grammaticales sont différentes d'une langue à l'autre, mais la pensée, le principe est derrière ça. Moi, je regarde mes enfants, ils n'utilisent pas l'anglais beaucoup quand ils parlent, mais leur français est impeccable. Pourtant, ils pourraient, parce que, écoute, j'ai une anecdote, je suis à Boston avec ma fille il y a quelques années. Oui. On revient de Harvard, elle s'est acheté un chandail, un hoodie, puis on est dans l'ascenseur, puis là, il y a un couple qui rentre, puis vous venez de Harvard? Ma fille a dit non, j'habite Québec, j'ai 15 ans. Elle dit, je vais pas à l'université. Fait qu'elle dit, je parle français. Elle dit, vous parlez pas français. Il a fallu qu'elle leur parle français pour leur prouver qu'elle n'était pas anglophone. Son anglais est bon. Tellement bon, à ce point-là. OK. Sauf que, mais là où ça me préoccupe, c'est que j'ai l'impression qu'actuellement, c'est toujours au dépend d'eux. On veut protéger le français, mais on n'amène pas plus de facilité pour apprendre et acquérir d'autres langues. Alors, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les dirigeants d'entreprise, je suis désolé, je ne veux pas faire de la peine à personne, mais ils ont plus de chances de s'appeler Ramirez que Saint-Hilaire. Ils ont plus, et puis c'est la correct, réalité, mais oui, c'est non, mais c'est parce que on fait plus d'enfants. Fait que, la réalité, c'est ça. Puis en même temps, d'une certaine façon, au plan humanitaire, il y a beaucoup de gens dont la condition s'améliore. Oui. Ceux qui viennent travailler ici, ceux qui travaillent dans les champs à l'île d'Orléans, ceux qui travaillent chez H2 Pro, chez mes fils, tout ça, c'est des gens qui ont une condition de travail, des conditions de travail, parce qu'on s'en occupe, on les loge, ils ont des bien meilleurs salaires. C'est souvent des gens que la moitié du pactole qu'ils ont, ils l'envoient là-bas. Ils l'envoient là-bas. Fait que c'est des gens qui, d'une certaine façon, au plan humanitaire, c'est un avancement. Mais tu sais, t'as raison, c'est des gens qui veulent travailler, qui travaillent, puis éventuellement prennent des postes de direction parce que ça les intéresse. Ils ont des capacités. Faut pas. Puis, d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça parce que je disais à ma blonde, pas plus tard que ce matin en déjeunant, puis on parlait. Là, on apprenait que pour la première fois depuis, je pense, presque 1 an, le taux de chômage a monté au Canada. Oui. Ça fait partie des répercussions qu'on attend. J'ai dit, regarde bien ça, on va revenir à un moment donné à cause de l'immigration. On est en train d'aider beaucoup de gens, puis on a besoin de gens pour venir faire des jobs qu'on veut pas faire, entre autres. Mais on va en arriver. J'ai dit, écoute, je suis pas un porteur de malheur, mais j'ai dit, j'ai peur qu'on en arrive à un moment donné à revenir à des gens qui vont dire, ils viennent voler nos jobs. T'as la même crainte, hein? Définitif. Ça, c'est raciste, là. C'est très raciste. Mais j'ai peur que, tu sais, quand tu comprends pas quelque chose et que t'es pas dans le phénomène, souvent, ta façon de te défendre, c'est de dire, voleux de job, ils s'en viennent, puis ils amènent juste des problèmes. Non, on est capable d'avoir nous autres aussi des problèmes. Fait que ça, c'est une petite crainte que j'ai. Écoute, les travailleurs guatémaltèques dont tu parles, d'après moi, dans 20 ans, ça va être des travailleurs québécois qui vont être dans le champ. La famille va être ici, puis ils vont travailler eux aussi, ils vont étudier ici. Puis probablement qu'ils vont parler français. Oui, ils veulent parler français. Avec raison, t'es dans une société qui est belle, qui est riche, mais tu veux te faire comprendre puis comprendre. Je pense que oui. Puis j'aime pas le mouvement qu'on a actuellement où on met toujours en opposition. On met toujours en opposition. Je trouve que c'est un débat. Ça peut être en parallèle. C'est un débat Pourquoi qui est pas néfaste. avancer?
On a vu les changements au Collège Dawson qui ont été freinés. Et mon garçon parcourt le monde pour son travail. C'est fantastique ce qu'il fait comme travail. Il a la chance de parcourir le monde. Depuis janvier, il est allé à Helsinki, il est allé à Londres, il est allé à San Francisco et partout. Et sans parler des langues comme ça, il ne pourrait pas le faire. Ma fille travaille maintenant dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'ailleurs. Ah oui? Et puis, mais elle ne pourrait pas faire le travail qu'elle fait là sans parler plus d'une langue. Et j'y trouve chanceux. J'ai fait des sacrifices pour ça. Oui. J'étais privilégié d'avoir les moyens financiers de les envoyer là. Ça leur a ouvert ça a coûté 2-3 piastres de les amener là. Et j'ai fait des sacrifices. Est-ce qu'il l'apprécie? Il l'apprécie. Bon. Il s'en rend compte. Mais je suis inquiet de ce qu'on est en train de faire par rapport aux jeunes Québécois. Là, moi, je dis, c'est beau, il faut travailler le français, mais il faut travailler l'anglais, il faut travailler d'autres langues qui sont essentielles aujourd'hui. Toi, tu sais avec les PME, tu sais avec les entreprises, tu le sais, là. C'est une réalité. Puis avec l'intelligence artificielle aussi, ça s'en vient. On ne pourra pas juste avoir des traducteurs instantanés, là. Il va falloir à un moment donné comprendre des choses. On n'aura pas le choix. Puis Gilles, à ton micro, il y a plusieurs années, tu avais des gens dans le domaine de l'assurance ici, entre autres un dirigeant d'Industriel Alliance qui te disait qu'il y avait de la difficulté à recruter des employés bilingues à Québec. Oui, et ça, il va falloir faire attention. Il va falloir, à un moment donné, qu'on ouvre la discussion, qu'on arrête de mettre en opposition l'anglais et le français. C'est majeur ce que tu dis. En opposition, c'est l'un peut aller avec l'autre, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est là que l'intelligence artificielle prend tout son sens, parce que l'intelligence artificielle parle plusieurs langues. Elle parle toutes les langues. Elle s'adapte partout. Tu peux interroger. Je vois sur ChatGPT, j'ai pas besoin de dire « réponds-moi en français ». Je l'interroge en français. Il me répond en français. Je peux lui dire « écris-moi, donne-moi cette réponse-là ». Ma sœur était en Corée récemment, en Corée du Sud. Et puis, je lui ai envoyé un courriel. Et puis, pas un courriel, un message audio? Texte. Et puis, mais je lui ai fait écrire la version en coréen puis la version en français. Là, il te l'a fait instantané. J'ai vérifié, le coréen avait aucune faute. C'était impeccable. Mais ça n'aurait pas été... On faisait jusqu'à tout récemment de la traduction mot à mot. On allait sur Google Translate ou d'autres outils, puis on disait « traduis-moi tel élément », puis on essayait de faire des phrases avec ça. Là, c'est impeccable. Alors, il va falloir qu'on adresse ça éventuellement. Et l'intelligence artificielle entre en poste à ce niveau-là. Je fais un saut dans nos notes, puis je m'en vais au numéro 13. Oui. Non, c'est parce qu'on touche à beaucoup de choses. Nous, on s'est préparé pour être capable d'être pertinent. On essaye. Un jour, on réussira, peut-être. L'important, c'est quoi l'important? Avez-vous du plaisir? Oui. Bon, c'est ça, l'important. On espère que vous en avez vous autres aussi. Donc, parlons de l'emploi d'ici 2027, donc dans les 3-4 années. Je sais au Forum économique mondial, on s'est arrêté là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on prévoit comme mutation, comme changement, Simon? C'est drôlement intéressant. Le Forum économique mondial estime que d'ici 2027, 83 millions d'emplois seront supprimés sur la planète. C'est beaucoup, Gilles. C'est beaucoup. 83 millions d'emplois. C'est un chiffre qui impressionne. Oui, puis il s'agit de voir comment ça va se décliner. Puis je te parlais d'intelligence artificielle. On a vu dans les derniers mois IBM qui a supprimé 7900 postes. C'est vrai. Et puis pourquoi? Et c'est toujours le back-office. Hein? C'est-à-dire, le back-office, c'est quoi? C'est les assistants, la vérification comptable, la vérification de toutes ces choses-là. Oui. Alors, 7900 postes, il n'y a pas d'impact. On a vu d'autres entreprises qui en ont licencié 10 000 et 10 000. Jusqu'à 18 000 dans la technologie. Dans d'autres. C'est énorme. Et alors, l'intelligence artificielle est rendue là. Alors, 83 millions d'emplois qui vont être supprimés. Mais par contre, 69 millions de nouveaux emplois sont créés. Alors, fait qu'il y a... D'un côté, il y a ça, mais en parallèle, il va y avoir les deux. Augmentation puis une baisse. Donc, ça va s'équilibrer peut-être pas là. C'est ça. Il y a un gap quand même à ce niveau-là. Et on estime que 40% des travailleurs vont devoir changer d'expertise. OK, mise à jour. C'est commencé les mises à jour. Oui. La pandémie a donné une occasion. Puis il y en a plusieurs qui ont dit, OK, moi je suis dans ce domaine-là, mais je vois que la santé en a besoin. Je peux-tu shifter dans la santé? Il y a une gang qui a fait ça. Restauration, hôtellerie, qui était vraiment en arrêt. Moi, j'en connais, là. C'est sûr que tu en connais aussi. Définitif. Qui ont switché de carrière. Tu as reçu des invités fantastiques récemment qui ont vraiment tourné au complet, puis dans un domaine qui était totalement pas le leur, qui sont heureux aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, fait 44% des travailleurs vont devoir changer d'expertise. Et
c'est là que le généralisme est important. C'est-à-dire que les généralistes vont devenir de plus en plus prisés par les employeurs. Quelqu'un qui va être pas pire capacité dans tout. d'adaptation, c'est ça. Exact. Pas pire, excellent dans rien, mais pas pire dans tout. Et alors, ça me définit bien. J'aime ça. Mais moi, sur ma carrière, je l'ai fait de même. 3 petits, tu sais, mon bac, j'ai fait 3 mineurs, puis j'ai fait des cours un peu de tout. Je me disais, puis ça m'a bien servi, en savoir un petit peu sur beaucoup de choses. Oui. Alors que, mettons, je pense que entre autres, du côté de la médecine, je pense que c'est le contraire. Les gens en médecine doivent se spécialiser. Parce que, pointu. Ben oui, parce que tu peux pas te permettre de penser que tu le sais si tu l'as pas étudié. Et il y a plusieurs médecins à la retraite qui ont cette réflexion-là en disant j'ai tout passé sur la médecine et puis j'ai pas développé de nouvelles choses. Et 23% des métiers actuels seront transformés ou éliminés. C'est beaucoup. C'est 1 sur 4 quasiment. 1 sur 4, c'est énorme. Ouais. Alors, fait que le paysage commercial qu'on a, le paysage professionnel qu'on a autour de nous est appelé à changer. Ça veut dire que, d'une certaine façon, on peut pas le voir comme négativement. Ça va changer, mais ça va se transformer, il va y avoir des mutations. Donc, c'est inévitable de toute façon. C'est ça? C'est inévitable. Il y a un autre chercheur qui est Ben Goertzel, et j'espère bien le prononcer comme il faut. Mm-hmm. Et l'intelligence artificielle aurait pu mieux prononcer que moi. mais lui estime que 80%, l'intelligence artificielle pourrait remplacer jusqu'à 80% des emplois dans les prochaines années. Mais il estime que c'est une bonne chose, justement parce que ce que tu disais. Okay. C'est qu'on se rend compte qu'actuellement, il y a une pénurie de personnel, on l'a dit, c'est mondial. Mais moi, je vieillis. Pas moi. T'es chanceux drôlement. La population est vieillissante. Hier, j'étais encore dans un CHSLD auprès d'un membre de la famille. Et puis ils ont des enjeux. Je vois jamais les mêmes visages d'employés. Mais ça veut dire quelque chose. C'est très difficile. Et on se rend compte qu'on va probablement libérer des mains. On va avoir besoin de mains tantôt parce que oui, il y aura des robots, mais il n'y aura pas des robots partout. Non. Et l'intelligence artificielle va ramener des gens à faire du travail manuel. Si tu as de 17 ans aujourd'hui, là, puis tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux faire, tu n'es pas trop intéressé par les études, je serais drôlement tenté de te dire, va-t'en donc travailler en électricité, va donc travailler en plomberie. Des métiers? Des métiers. Il y a vraiment un accent là, qui est mis là-dessus actuellement, puis on se rend compte que ça va être une nécessité. Et l'intelligence artificielle va libérer justement des mains à ce niveau-là. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Est-ce que mettons, le service à la clientèle, parce qu'on en a parlé tantôt, mais moi, ça m'inquiète un peu. Je me dis jusqu'à quel point les gens vont être à l'aise. On parle de robots, c'est pas nécessairement des robots, de l'aide, ça peut être de l'aide sur le cellulaire, ça peut être, dans le fond, nos téléphones sont devenus des ordinateurs. Mais pour la relation, c'est quand même pas désagréable d'avoir quelqu'un à qui on parle en relation de travail, puis en service à la clientèle. Il y a une préoccupation que j'ai. Il y a un mouvement actuellement des jeunes, entre autres, qui se font des amis virtuels. Hein. Je sais pas si tu as vu des reportages là-dessus. Ils ont vraiment des amis virtuels. Les Tamagotchi, non? Dans le genre, sérieusement, c'est dans le genre. Mais ils ont vraiment un ami virtuel, il s'appelle Simon, puis il parle avec. Et puis c'est vraiment des conversations là, de vive voix, là, puis là, tu rentres du travail, puis là, dis bonjour Simon, comment a été ta journée? Puis là, ça n'a pas été facile aujourd'hui, puis telle chose. Et je voyais un reportage, un documentaire récemment aux États-Unis où quelqu'un m'a donné une discussion, son conjoint lui a dit, écoute, choisis-moi ou le robot. Parce que la personne consacrait plus de temps au robot, était incapable le robot revient tout le temps. Il y a une génération de gens qui sont venus effectivement vraiment au monde avec ça. Moi, je pense que le dépit finit par nous obliger. On parlait des guichets automatiques. Hein. Oui, à un moment donné, oui. C'était difficile, mais à un moment donné, par dépit, tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix de même. T'essayes, puis à un moment donné, tu dis, coudonc, c'est ça. Et puis donc, le dépit amène l'habitude, amène la tolérance. Et à un moment donné, on finit par arrêter ou de s'opposer, de dire, je vais utiliser ces systèmes-là. Et on peut peut-être penser aussi, mettons que j'essaye de faire une prévision, on peut penser, mettons que je suis un employé, prenons un Canadian Tire où ils vendent à peu près de tout, là, où tu peux pas tout savoir. C'est un bel exemple, je pense. Oui. Si j'ai l'intelligence artificielle qui est bien structurée, peut-être qu'un client qui vient me voir, très rapidement, je suis capable de lui répondre pas mal mieux qu'aujourd'hui. Ben oui. Parce que là, l'information dont j'ai besoin, la question est précise. Vous savez, mettons, la personne dit, j'ai telle affaire, je sais pas, j'ai besoin d'un tuyau, ce que j'aimerais, c'est telle chose. Tu poses la question à l'intelligence. Toi, c'est un outil, mettons, puis il va te répondre assez précisément. Moi, j'ai 2 choses il pourrait prendre ça, il pourrait prendre ça. Fait que, tu sais,
si je l'ai pas déjà expérimenté, je suis pas capable de le savoir. Par contre, avec toute l'information qui va circuler sur des sujets, il y a quelqu'un, on fait des blagues, mais quand tu veux réparer quelque chose chez vous, tu vas sur YouTube, il y a toujours quelqu'un qui a fait des vidéos. Tout le temps. Pour changer la porte de sécheuse, tu dis, il y a quelqu'un qui a oui, là on fait ça, on se dit finalement, je suis capable de le faire. Ça, mais l'intelligence, c'est fois 1000, là. Les Français disent des tutos. Hein? Les tutoriels, mais c'est vrai. Les tutoriels. L'intelligence artificielle, elle peut faire des tutoriels d'elle-même, mais c'est ce que tu mentionnais, Canadian Tire comme exemple. Oui. Tu as besoin de nouveaux essuie-glaces. Et là, tu allais, puis il y avait une espèce des choses, des feuilles plastifiées. Ouais. Là, tu essayé d'identifier ton véhicule. R22, 34. Là, tu vas juste dire, c'est ça, mon char. J'ai un Civic 2021, telle affaire. OK, c'est ça que ça prend. C'est ça que tu as besoin. Wow. Alors, il va te dire, tu as telle marque, tu as telle marque. C'est tout. Si tu fais lui, est un peu plus cher. C'est ça. Et il va tout te faire ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Ouais, on peut le voir comme étant une aide précieuse. Une aide précieuse. Par contre, c'est là que on va devoir ajuster au niveau du service à la clientèle. C'est que je peux avoir quelqu'un qui accompagne le client avec ça, avec l'intelligence artificielle. Oui. Et puis, on peut travailler ensemble. Alors, fait qu'admettons que tu rentres chez moi, puis là, tu dis, monsieur, avez-vous telle chose? Permettez-moi d'interroger notre assistant artificiel, puis là, de dire, mon client cherche tel élément, telle chose, et puis là, je vais pouvoir l'amener, je vais pouvoir lui faire manipuler le produit quand même, certaines choses à ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant. Mais au niveau du service à la clientèle, ce qu'on se rencontre, c'est que d'abord, on était mal servis dans les dernières années. On en a parlé, toi et moi, dans un podcast précédent. Oui. C'est de plus en plus difficile. Le temps d'attente allonge et tout ça. L'intelligence artificielle devient intéressante. Cette semaine, là, j'ai pour un fauteuil motorisé d'un membre de la famille, j'ai appelé dans une entreprise où on l'a acheté pour faire réparer. Oui. Et ça a pris 24 heures avant qu'on me rappelle, pas juste pour... T'as une question à poser. Pour faire réparer. Oui. Donc, il est brisé, il n'avance plus. Mais la personne qui a le fauteuil motorisé... Elle en a besoin. Ça a pris 24 heures, Gilles, avant qu'on me rappelle. Et quand la personne... Et là, tu regardes ça, puis la personne... Si tu avais voulu l'acheter, ça aurait pris 10 minutes. D'accord? Quand tu achètes, sont là. Mais là, c'est un enjeu. Là, tu as une personne qui est en attente de son fauteuil motorisé. Et puis, dépendante de ça. Alors, fait que l'intelligence artificielle va être capable de donner des réponses beaucoup plus rapides, de fixer des rendez-vous. Et on parlait des mains. Là, tes techniciens peuvent s'occuper de ça. La personne qui est au dispatch peut s'occuper autrement. Alors, et c'est ça que le service à la clientèle, c'est là que ça va être impliqué. C'est qu'on va pouvoir utiliser les gens qui sont là à utiliser les outils autour de nous. C'est les horaires de rendez-vous. Tu prends des rendez-vous chez le dentiste, n'importe où, un peu partout. Avec l'intelligence artificielle, ils vont juste avoir à rentrer des informations. Oui. On a 7 clients qui sont en attente, puis aussitôt qu'il y a une annulation, à la seconde près, un courriel qui rentre. Certains le font, mais le font en faisant une tournée, là. Mais avec l'intelligence artificielle, rapidement, au lieu de perdre du temps, puis des périodes où tu as un spécialiste, par exemple, ou un médecin, ou un dentiste, ou XYZ, qui est là pour faire... Il n'y aura pas de perte de temps. Il n'y aura pas de perte de temps. Puis tu parlais de la santé tantôt. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'avancer là. Mon beau-frère a eu des enjeux d'épaule. Il était en attente à peu près 1 an et demi avant d'avoir une opération. Sans pouvoir travailler, il a finalement été opéré. Ils ne vendent pas d'épaule au Walmart. Non, ils n'en vendent pas. Il en a cherché, par exemple. Il a fait ses recherches. Il y a de l'épaule de porc chez le boucher, mais c'est pas ça que ça fit. Mais je trouve ça bon, par exemple. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il a reçu un appel. Ma soeur me dit, elle dit, j'ai reçu un appel cette semaine de l'hôpital pour parler à son chum, pour dire que l'orthopédiste, le chirurgien orthopédiste, il voudrait le rencontrer pour parler de son opération. Fait que ma soeur a dit, mais c'est parce qu'il a été opéré, ça fait 1 an. Ah! Elle dit, je vais le retirer de la liste. Aïe! Alors, fait que... OK, alors, puis ici, on voit comment M. Dubé, le ministre Dubé actuellement, puis beaucoup de gens cherchent. Alors, fait que ces outils-là doivent faire partie de l'équation aujourd'hui. Absolument. Lorsqu'on parle de service à la clientèle, autant dans le privé que dans le public. Le public, ce qui me préoccupe, c'est qu'ils sont souvent longs à réagir. Le syndicat aussi va bloquer bien des choses, parce que si t'es pour couper des 3000 personnes, là... Par définition, au Québec, là, avec les formules RAN et tout le système, c'est pas fait pour dire être efficace puis on coupe du monde. C'est de la protection. Tu sais, j'ai rien contre les syndicats. Ils ont fait énormément d'avancées pour les employés dans les 100 dernières années, sans aucun doute. Mais là, dans un mouvement moderne, nouveau, progressiste, c'est dur d'imaginer que cette définition-là, dans le dictionnaire, nous amène une photo de syndicat. Là. Ben, c'est ça. Puis je veux pas être négatif, j'attends de voir.
je serais tenté de te dire que j'ai l'impression que je suis dans le même bateau que toi. Là. Je suis dans le même bandwagon. Et actuellement, pour remplacer... On a vu le film, on a joué dedans, on l'a vu. Oui. Là. Puis pour remplacer, pour utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer des employés, actuellement, ça prend et des employés et l'intelligence artificielle. Alors, ça prend l'humain et l'intelligence artificielle pour éloigner l'humain. Mais si le syndicat se braque, on va retarder. Puis c'est sûr qu'on est bon. Là, ça, on a vu la SAAC actuellement, comment c'était problématique. C'est le panier bleu qui est une orgie et tout ça. Une perte d'argent totale. Ça n'a jamais marché. Là. C'est hallucinant. C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Et ça me préoccupe au niveau de l'État. Mais les entreprises également. Tu l'as dit, c'est qu'il y a des grandes entreprises qui emboîtent le pas rapidement, sans se préoccuper des impacts qu'il va y avoir à gauche et à droite, des mises à pied, sur la santé mentale et tout ça. Et on le sait, comme je disais, on est rapidement des données comptables. Il y a des gens qui vont se préoccuper juste des chiffres et tantôt, il va y avoir des impacts, mais il y en a qui vont se soulever. Qu'est-ce qu'on dit, mettons, au Québec, là, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on est rendu au point 1, là, dans notre nouvelle section. On avance. Donc, taux de chômage qui est assez bas au Québec, qui va peut-être éventuellement monter, mais on comprend qu'il y a des enjeux, entre autres dans le monde touristique. Il y a le Québec, la ville de Québec, la ville de Montréal, très important le tourisme, puis il manque de monde encore là. Il manque de monde. Écoute, dans la ville de Québec, actuellement, c'est catastrophique. Il y en a qui vont dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est 1,7% de taux de chômage. Gilles, c'est pas beaucoup. C'est bas. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que sur 1000 personnes, tu en as 17 qui n'ont pas d'emploi. Il y en a probablement... La question, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'emploi? Parce qu'ils en cherchent en plus. C'est ça. Exactement. Ça veut dire que les 17... Soit ils sont très mauvais ou que ça ne leur tente pas. Ça leur tente pas. Puis c'est probablement cette partie-là. Ouais. Il y a des gens qui ne devraient probablement pas être considérés comme chômeurs, mais sûrement rentiers, enjeux de santé ou peu importe. Dans la région de Québec, actuellement, là, on parle de 34... Pas la région... Dans la région... L'industrie touristique du Québec. Oui. Au Québec, c'est-à-dire, je m'excuse... C'est 34 000 postes vacants actuellement, l'industrie touristique au Québec. 34 000, c'est beaucoup de monde, Gilles. Et il faut savoir que l'industrie touristique, tu as le petit bed and breakfast, tu as le petit resto, le petit café. Gros hôtel. Qui n'a pas 25 employés. Alors, fait que, ça peut paraître banal. On oublie souvent les PME dans ça. Mais si moi, j'ai une entreprise qui est faite pour rouler à 5 employés et qui m'en manque un, c'est 20% qui me manque de ma force de travail. C'est pas un employé qui me manque, c'est 20% de ma... Alors, fait que si demain, tu as une entreprise j'ai un client qui a 250 000 employés, demain, s'il manquait 20%, ça serait une catastrophe. Complètement. Mais probablement moins une catastrophe que celui qui en a 5. Oui. Parce qu'à 250 000, si t'en manques 50 000, ben tu peux jouer avec quelque chose. Il t'en reste 200 pareil. Il t'en reste 200 pareil. Tu peux... oui, je comprends. Déplacer du monde temporairement. Puis les gens peuvent... Tu as des forces à vivre pareil. Définitif. Mais quand tu as une PME, tu as 2, 3, 4 employés, on voit des employeurs actuellement... Et ça, c'est une autre préoccupation que j'ai, c'est qu'il y a des employeurs qui, actuellement, trouvent pas de monde, font plus d'heures qu'ils devraient en faire. Et donc, les enfants sont peu intéressés à reprendre parce qu'ils voient que leurs parents... Ça n'a pas l'air le fun, là? Ça n'a pas l'air le fun du tout. Il va y avoir un impact sérieux à ce niveau-là, Gilles. Bon, on s'en va vers quoi? Mettons qu'on fait un peu de pronostic, là. Écoute, l'intelligence artificielle va s'installer, va faire partie de nos vies. Appelez-la ChatGPT. Peu importe le nom. Watson avec IBM, qui est fantastique. On voit que toutes les organisations majeures s'installent là-dedans. Ça n'a pas un an de vie encore, Gilles, puis ça a ces bouleversements-là. Puis en même temps, c'est inarrêtable, d'une certaine façon. On avance. Et comme je disais, les organisations qui n'emboîteront pas le pas, tant qu'à moi, vont s'éteindre. Et celles qui ne le feront pas vont être aussi reléguées au 20e siècle. C'est-à-dire qu'ils vont passer pour des entreprises qui ne sont pas renouvelées. Si je ne me suis pas renouvelé, j'ai de la difficulté à recruter des plus jeunes, j'ai de la difficulté à recruter des nouveaux travailleurs. Les impacts sont sérieux. Alors, ça veut dire que ça va me nuire au niveau de mon recrutement d'employés. Ça va me nuire au niveau de la sollicitation de nouveaux clients, au niveau de ma capacité de servir des nouveaux clients aussi. Donc, ça peut freiner ma croissance. Alors, les entreprises actuellement qui regardent ça en disant, écoute, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit c'est une mode. L'intelligence artificielle. Et puis, on parle comme à la blague, quand Internet s'est installé dans les années 90, le gag, moi, je disais à la radio régulièrement, ça va fermer, Internet. ça s'en vient. Ça va fermer. Mais c'est ça. Mais l'intelligence artificielle, c'est inéluctable. Ça avance. Là. Ça avance. Et puis, quelqu'un de... C'est une mode. 200 employés, cette personne. T'es-tu parti à rire, au moins? Oh oui. Puis je lui ai dit, vous n'êtes pas sérieux, là. Et si vous avez 200 employés, vous n'êtes pas sérieux. Mais depuis le début de la conversation, vous me parlez que vous manquez de personnel, que votre gens est pas assez fort.
transformer. L'intelligence artificielle, actuellement, a démontré qu'un nouvel employé qui arrive chez vous, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le nommer, en 2 mois, il devient aussi performant que quelqu'un qui a 6 mois d'ancienneté chez vous, sans l'intelligence artificielle. Alors, ça veut dire que l'efficacité à ce niveau-là est absolument extraordinaire. Un retour des employés aussi plus âgés sur le marché du travail, qui a un bassin extraordinaire à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de la pénurie de personnel, il y a définitivement qu'on doit adresser ça. On en a parlé, toi et moi, déjà dans le passé, mais on se rend compte qu'il y a un bassin d'employés. 60 à 75, mettons, on dit 60 à 69. Ouais. Mais on se rend compte qu'actuellement, il pourrait y avoir 83 000 personnes au Québec qui pourraient revenir. Et là, on aurait un changement majeur. Sauf qu'il y a des enjeux. Des compagnies qui ont peur de blessures, ce qui l'assurance. L'assurance, c'est tout ça. Qui, pour moi, est un peu stupide. On a vu ce qu'on a fait avec les jeunes récemment là, versus le travail 14 ans et moins. Je peux comprendre ça. Cette semaine, mercredi, avec ma conjointe à l'épicerie, des employés qui sont là, puis on dit « où tel? » Fait qu'il a plus le droit de travailler. Fait que les employés se parlent ensemble. Tu commences ça, dit, il n'y a pas 14 ans. Il n'a plus le droit de travailler. Et c'est 1 200 $ pour une première amende, c'est 12 000 pour la deuxième. Alors, l'employeur... Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis, écoute, je trouve que j'aurais peut-être pas fait mieux, mais on n'a pas... je trouve qu'on aurait dû catégoriser. C'est que je veux pas avoir un jeune de 12 ans avec un hachoir à viande, mais il peut placer à la viande dans les allées, par exemple. Puis peut-être mettre des canages dans les allées. C'est ça. Puis qu'on mette un maximum d'heures, je trouve ça correct aussi. Ouais, c'est pas une affaire de parents aussi? Il me semble que toi, comme parent, là, ton enfant à 12 ans, tu n'aurais pas permis qu'il travaille 20 heures par semaine. Non. Tu aurais dit, non, t'as peu, je vais te donner un coup de main. Oui. Après ça, pour apprendre, oui, c'est correct, pour se familiariser. Tu peux passer journal, tu peux aller garder. On a tout fait ça. On a tout fait ça, jeune. On a tout fait ça, puis je pense que ça a contribué à notre développement. Oui. Et je trouve ça dommage actuellement qu'on arrête ça. Puis on apprenait le service à la clientèle parce qu'il fallait aller quêter notre journal. Souvent, c'était compliqué. On apprenait à être gentil, à être souriant, à être courtois. Et le jeune qui travaillait l'année passée puis qui n'a plus le droit cette année, il va faire quoi? Il va gamer. Et là, on va dire, il passe trop de temps devant les écrans. Puis si ton fils joue au hockey l'été puis il y a des camps d'entraînement, ça se peut qu'il passe 20 heures par semaine sur la glace. Il y a personne qui s'en inquiète. Puis, sais-tu quoi? On ne devrait pas s'en inquiéter. Il aime ça. Parfait. Il fait quelque chose, il fait du sport en plus. Oui. Ça se peut-tu qu'il y ait des 13-14 ans qu'eux autres ils soient intéressés par le marché du travail? Je comprends qu'il y a sûrement des familles qui sont une paire de mains financièrement, qui disent tu vas contribuer, mais je suis sûr qu'il y a des jeunes qui y vont parce qu'ils ont envie. Ils ont envie de travailler, ils ont envie de rencontrer du monde, ils vivent des expériences avec des plus âgés. Complètement. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'on était... Puis on a fait un lien aussi qui, à mon avis, était maladroit en disant « s'ils commencent trop jeunes, ils voudront plus à l'école. » Attends un peu, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai commencé jeune à travailler parce que je voulais... mes étés, c'était bien beau, là, mais me baigner, puis je me disais, une belle occasion de travailler. Je travaillais beaucoup l'été, mais je réussissais quand même à aller sur le bord du feu le soir, fumer une cigarette en hypocrite, à 13-14 ans, là, on l'a fait ça, puis une petite bière, whoop! C'était pas si plate que ça, mais puis mes études, ça n'a pas été si compliqué parce que je voulais réussir, dans le fond, ce que je voulais faire, puis j'avais été... Des parents m'avaient dit, effectivement, ce que j'ai répété à mes enfants du mieux que je pouvais, tant qu'à faire quelque chose, faites-le donc comme du monde. C'est la base de tout. T'apprends ça, t'apprends à être imputable quand tu commences à travailler, puis t'apprends à avoir des responsabilités. Si t'aimes faire bien les choses, quand tu vas aller à l'école, tu vas vouloir bien faire les choses à l'école aussi. Probablement. Fait qu'arrêtez de faire le lien entre... Puis je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils commencent à 8 ans, les enfants, c'est pas ça l'affaire. Mais il y a des gens qui travaillent sur les fermes familiales, dans l'agriculture, qui ont été élevés là-dedans, puis qu'à 9 ans, ils embarquent sur le 4 roues, puis ils donnent un coup de main, puis tu sais, il y a personne, et à part la sécurité, où faut que tu fasses attention, le reste, là, tabarouette... Frédéric, la fille de ma conjointe, la plus âgée, Frédéric a travaillé dans un service de restauration rapide jeune. Elle a vécu des expériences fantastiques. Pour pas le nommer McDonald's, ils ont été incroyables. Et puis, mais je me souviens d'une réflexion qu'elle a eue. Elle dit, je regarde des gens avec qui je travaille, qui sont au même endroit que moi, qui ont 45 ans. Elle dit, ça, c'est la différence. Elle dit, ça me montre que je dois continuer d'aller à l'école puis d'étudier.
c'est ça aussi que ça fait. Et quand tu travailles jeune, tu apprends que il y a une limite de ce que tu vas atteindre. Oui. Moi, je pense pas que ça éloigne les enfants des études. Non. Je pense que dans certains cas, ça peut les rapprocher des études, de voir que, OK, c'est le fun. Ça, c'est bien. J'ai le de fun l'argent, 2 mais mois par c'est année. répétitif un peu. C'est ça. Mais je peux pas faire ma carrière là. peux Il y pas en a faire qui ma le font carrière, parce qu'ils font autre chose. Ils vont monter dans la compagnie. Ils vont monter dans la gestion. Puis tu vois ce que tes parents t'ont donné comme qualité de vie. Tu es allé en vacances, Oui, en vacances, oui. tu joues au hockey. Pas tout ça. désagréable. Puis là, tu regardes tes amis, qui sont devenus tes amis, avec qui tu travailles, qui ont 30 ans de plus que toi, qui, eux, ont de la misère à joindre les deux bouts. Là, tu dis, OK, moi, si je reste ici, c'est ce qui m'attend. Alors, eux n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants au camp de vacances. Eux n'ont pas les moyens d'aller en Floride avec leurs enfants. Je ne dis pas que c'est une nécessité, Non. là, mais si tu veux perpétuer quelque chose que tu as aimé, ça prend une base. ça prend une base. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que de ramener les personnes âgées, on a vu M. Drainville actuellement qui fait un qui essaie de ramener des enseignants. Je ne sais pas si ça donnera quoi comme résultat. Mais quand tu penses c'est part 2, parce que la première partie, c'était M. Dubé Oui. qui veut ramener du monde dans la santé. Dans la santé. C'est pas complètement fou parce qu'il y a du monde qui est disponible pour ça, mais il faut voir aussi, encore une fois, les conditions. Parce que ceux qui peinent depuis, mettons, 20 ans à faire des chiffres de soir et de nuit, s'ils voient quelqu'un de nouveau arriver qui est exempté de ça, c'est sûr que moi, ça me frustrait. Ça fait 20 ans que je fais des chiffres de nuit. Fais ton chiffre toi aussi. Là. Oui. Wow. Toi, le nouveau, t'arrives, là, tu sautes les fins de semaine, c'est un enjeu majeur dans la santé. Les médecins, tout comme les infirmiers, les infirmières et tous ceux que le personnel de soutien, c'est un enjeu majeur. Faire chacun son chiffre, entre guillemets, tu comprends? Les gens chicanent les meilleures heures. Et pour terminer là-dessus, si tu me permets, Oui. il y a une chose, c'est qu'on devra revoir la fiscalité pour permettre à ces gens-là de revenir au travail. Actuellement, il y en a trop qui sont pénalisés d'avoir... En travaillant, mais oui. Travaillant. Tu perds des avantages, c'est fou, là. C'est fou. Puis actuellement, là, on se rend compte que le CPQ là, fait des choses intéressantes pour aider les entreprises à pouvoir recruter ces gens-là. On a besoin. Venez rejoindre les entreprises, venez rejoindre les jeunes, venez partager vos connaissances, mentorer ces jeunes-là, amener les valeurs, partager votre savoir, c'est important. Mon Dieu, là, on a un beau mot de la fin, c'est extraordinaire. Merci, Simon Saint-Hilaire. Il est bon, hein? Très, très bon. Quand il pleut. Avez-vous du plaisir? Enfin, oui, on a du Ah ben maudit. Il est bon, hein? Il Il est très, beau, en très plus, bon. il est beau. Ça, elle le dit pas. Salut, Simon, merci. Salut, Gilles.